Un grand merci à tous pour votre présence. On est ravis de pouvoir vous inviter ce soir, d'écouter ce grand orateur que nous avons le grand plaisir d'accueillir, Thomas d'Ansbourg. Alors avant de lui laisser la parole, je vais juste me permettre de vous présenter et puis d'introduire également le contexte de notre conférence, pouvoir repréciser dans quel cadre cela s'inscrit. Voilà. Alors, Thomas d'Ansbourg, juriste de formation, Thomas d'Ansbourg a exercé au début de sa carrière la profession d'avocat au barreau de Bruxelles et ensuite dans une entreprise internationale comme conseiller juridique. Parallèlement, il s'est engagé pendant 10 ans également en tant que responsable animateur bénévole d'une association dans l'aide concrète aux jeunes qui connaissent des problèmes de délinquance, de violence, prostitution et dépendance de toutes sortes. Il s'est ensuite tourné vers la psychothérapie et se forme à différentes approches et plus particulièrement à la méthode de la communication non violente. Aujourd'hui, conférencier, formateur et auteur de plusieurs livres et best-sellers tels que « Cessez d'être gentil, soyez vrai », il est reconnu en Belgique et sur le plan international. Merci encore, nous vous remercions énormément d'être présent avec nous ce soir. Donc, nous avons invité Thomas d'Ansbourg pour nous présenter cette approche de la communication consciente et non violente, pour nous sensibiliser aux avantages et aux bienfaits de cette approche dans notre vie de tous les jours et dans la manière dont nous pouvons interagir les uns avec les autres. Notre institution reprend parmi ses 4 valeurs institutionnelles celle de la convivialité. La convivialité, c'est dans notre ADN, c'est ce qui nous distingue des autres institutions. Institutions de plus petite taille où on privilégie clairement les contacts humains, la proximité, le bien-être, les relations avec les autres, que ce soit les patients ou les collègues. Il nous semblait dès lors important, au niveau du comité de direction, de nous ressensibiliser tous à cette valeur qui se traduit dans nos contacts quotidiens et dans la manière d'interagir les uns avec les autres. Ce soir, Thomas d'Ansbourg va nous sensibiliser et nous outiller dans ces thématiques. Je vous laisse la parole. Mille merci. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Merci de me recevoir dans vos murs. Je suis très touché de parler à des soignants parce que vous l'aurez sans doute perçu, de votre qualité d'être dépend le bien-être de toutes les personnes qui vous entourent. Et c'est particulièrement vrai, évidemment, si vous êtes dans une fonction avec de la hiérarchie, de votre qualité d'être dépend le bien-être de bien des personnes. Et ça demande un petit peu d'attention. Vous l'aurez sans doute perçu, si vous êtes fatigué, vous êtes fatigant. Si vous êtes stressé, vous êtes stressant. Si vous êtes démotivé, vous êtes démotivant. Inversement, si vous êtes joyeux, vous êtes réjouissant. Si vous êtes enthousiaste, vous êtes enthousiasmant. Si vous êtes inspiré, vous êtes inspirant. C'est pas rien, notre état intérieur. Ça ne regarde pas que nous. C'est ce que j'appelle dans mon travail de l'intériorité citoyenne. Mais ça demande un peu de connaissance de soi pour savoir, tiens, ce matin, je suis grincheux, irrité, agacé, qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et j'apprends à m'asseoir sur la chaise que j'appelle la chaise du discernement. J'apprends à discerner, petit moment de présence au premier humain dont j'ai la charge sur cette drôle de planète et dont il s'agit de prendre soin avant de vouloir prendre soin de qui que ce soit d'autre. Je prends d'abord soin de moi, comme dans les avions. Le masque, d'abord sur soi pour soigner le voisin qui ne sait pas le faire ou l'enfant. C'est une évidence au fond, quand on va dans un avion, on se dit bah oui, c'est bien logique évidemment. Qui parmi nous prend quelques minutes chaque matin pour se relier à l'humain dont il a la charge? Cette petite discipline, cette petite hygiène, ce petit rituel de conscience au service du vivre ensemble, malheureusement, la plupart du temps, on ne l'a pas appris. La connaissance de soi, ça ne fait pas partie de nos programmes. On n'a pas appris ça à l'école, encore moins dans les grandes écoles, à l'université. On n'apprend pas ça. On apprend la connaissance de soi quand on l'apprend sur le tard et sur le tas. Par expérience, souvent. Et nous ferions l'économie de bien des difficultés, bien des égarements, bien des voies sans issue, bien des cul-de-sac, bien des frictions, voire collisions d'ego, si nous avions appris un tout petit peu plus tôt qui je suis, comment je me sens, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce qui me donne de l'élan, du goût de vivre, à quoi ai-je envie de contribuer, comment puis-je mettre tous mes merveilleux talents au service du vivre ensemble, qu'est-ce qui me réjouit, me rend généreux, joyeux, partageant, créatif. J'ai aussi besoin d'apprendre qu'est-ce qui me pèse, qu'est-ce qui me peine, qu'est-ce qui me divise, qu'est-ce qui me rend impuissant ou me fout la rage et que j'ai besoin de comprendre avant que de faire payer ma colère ou mon dépit aux autres. Nous voyons de nouveau la dimension d'intériorité citoyenne que comporte ce travail de connaissance de soi. Nous ne sommes plus du tout dans du développement dit personnel.
Ce que nous faisons ce soir, c'est du développement social durable. Et vous l'aurez perçu avec l'actualité cinglante de ces dernières semaines ou derniers mois, ou peut-être même plus, c'est pas un petit détail. Savoir piloter l'humain que je suis, nous rêverions qu'à travers la planète, tous les êtres humains sachent se piloter à travers les inconforts, les frustrations, les agacements, l'envie de casser la gueule de l'autre, comment apprendre à gérer ça autrement que par le vieux paradigme de l'agression d'émission. Il est temps de sortir de ça. Et c'est ce que je vous propose, d'aller voir. Il est peut-être temps de faire certains apprentissages. Si je vous demande, qui parmi vous sait conduire une voiture, même dans les embouteillages, même quand il pleut, etc., qu'il y a une petite neige qui tombe, je pense que presque tout le monde lève la main. Moi, je suis à l'aise dans ma voiture, c'est pas toujours confortable, enfin on y arrive, quoi. Si je vous demande, tiens, qui parmi vous joue un sport qui lui plaît, le foot ou le tennis ou la rando, etc., j'aurai pas mal de personnes qui vont lever la main. Si je demande qui parmi vous joue un instrument de musique ou pratique une deuxième langue, pas de chance qu'une moitié lève la main, c'est assez habituel aujourd'hui. Et si je vous demande, tiens, mais comment tu as appris à conduire une voiture? Comment tu as appris un sport? Comment tu as appris une nouvelle langue ou un instrument de musique? Il y a fort à parier que vous me répondiez, je l'ai souhaité. Ah, c'est pas mal, tu l'as souhaité, ça suffit. Non, je l'ai décidé. Ah, oui, un cran plus loin, décidé. Et là, c'est bon, on a la maîtrise. Ah non, j'ai eu besoin de bouquiner sur le sujet, d'aller voir sur Internet. Pour cette pratique comme l'instrument de musique ou le sport, prendre un peu de coaching avec un prof, ça m'a été utile pour tenir ma raquette de tennis ou savoir peut-être s'il y en a qui skient, comment je me tiens sur mes skis, ou bien faire du foot avec un entraîneur, c'était quand même plus pratique. Ah, tu as pris des leçons et des cours, d'accord. Et bon, c'est bon là, on maîtrise? Ah non! Il y a encore quelque chose d'important, même plusieurs choses importantes. Ah, et c'est quoi la suivante? Eh bien, j'ai fait des efforts. Ah, tu as dû faire des efforts. Oui, ça tombe pas du ciel. Quand ça tombe pas du ciel. Encore un ingrédient? Oui, il y a un ingrédient qui n'est pas négligeable. Tout ça, ça prend du temps. Est-ce que ce n'est pas surprenant que nous sommes capables de consacrer du temps, de l'énergie, des efforts, de la détermination, de la décision pour faire des choses bien sympas comme savoir conduire une voiture, faire pratiquer un sport, un instrument de musique, une deuxième langue, et ainsi de suite pour de nombreux autres apprentissages, mais pas fondamentaux pour vivre une belle vie d'être humain. C'est pas fondamental, on peut être un humain qui vit une vie magnifique sans jouer d'un instrument de musique ni faire du sport, et ainsi de suite. Et si maintenant je vous demande, qui parmi vous a appris à vivre des relations belles, profondes, fécondes et fluides, avec lui-même d'abord, toutes les parties de soi, avec l'autre, toutes les parties de l'autre, parfois confrontantes, et la vie, l'univers, ce qui nous arrive, quoi. La plupart du temps, là, vous ne pouvez pas faire l'exercice ici, mais dans les grandes salles, il y a presque nous deux mains qui se lèvent. C'est drôle, hein? Alors que pour les autres demandes, presque toutes les mains, ou en tout cas la moitié des mains, se levaient. Qu'est-ce qui fait ça? On va sur la Lune, on creuse des tunnels sous la Manche, on couvre la planète avec Internet, on roule en TGV à 400 à l'heure. Ah, dans l'ordre du faire, on est compétent. Mais dans l'ordre de l'être, on a guère évolué depuis Cro-Magnon. Dès qu'il y a une tension, un conflit, qu'on n'est pas d'accord, c'est le gourdin de l'argumentation. J'ai raison, paf. Et d'ailleurs, tu as tort, repaf. Ou bon, fous-moi la paix, je vais dans ma grotte. Il y a agression ou fuite, domination ou soumission. C'est un vieux schéma. Reptilien d'abord, pour se protéger, vous le savez. Reptilien, soit j'agresse en retour pour chasser l'adversaire, soit je fuis rapidement pour me protéger. Ok, ça a pu nous servir autrefois. C'est encore là. Il est peut-être temps de prendre un peu de distance par rapport aux reptiliens. Et puis il y a un autre encodage qui est le pavlovien. Je l'ai vu faire, je reproduis. Poum, poum. Automatisation. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Je suis automatisé. Je reproduis le schéma. N'est-ce pas pathétique, au fond? N'est-il pas temps, si l'on voit la tragédie que ce système de résolution des conflits fait sur la planète, de transformer là où nous sommes, avec les moyens que nous avons, peut-être menus, et les ambitions qui sont juste les nôtres, d'avoir de meilleurs rapports humains, avec nous-mêmes d'abord, toutes les parties de nous, avec notre conjoint si nous sommes en couple, nos enfants si nous en avons, et nos collègues de travail, et nos patients, bien sûr, etc., nos collaborateurs. Hygiène de conscience. Nous sommes attentifs, c'est pas à vous qu'il faut le dire, à l'hygiène physique. Elle est très récente. Moi, j'habite la province de Luxembourg, l'Ardenne. J'ai grandi dans un village rural. Nous étions la seule maison bourgeoise où il y avait une salle de bain quand j'étais gamin.
bizarre à dire maintenant, parce que tout le monde a des salles de bain. À l'époque, il y avait ce village rural, il n'y avait pas de salle de bain. Eh bien, les gamins, enfin, les familles prenaient une grande bassine d'eau chaude le samedi soir, l'un après l'autre, pour être propre pour la messe du dimanche, dans la cuisine. Et pas d'hygiène buccale. Mes copains de classe à la petite école du village, tenue par 2 bonnes sœurs à l'époque, ben, beaucoup, ils avaient des dents très avariées. Et à 18 ans, ils auraient un beau râtelier pour séduire un jour quelqu'un et faire un beau couple. C'était comme ça. Et c'est pas Mathusalem, hein. J'ai 65 ans, je vous parle d'il y a 50 ans ou 55 ans, quoi. C'est rien dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, dans le même village où j'ai gardé la maison familiale, c'est d'ailleurs là que j'anime mes séminaires, mes formations, eh bien, figurez-vous que, bien sûr, toutes les maisons ont de belles salles de bain. Aujourd'hui, c'est une évidence. On aime avoir une belle salle de bain, ça fait partie du confort et des standards d'aujourd'hui, et c'est bien légitime. Et puis tout le monde se procédant. C'est entré complètement dans les mœurs. 2 à 3 fois par jour. Et pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que ma copine de classe, on partageait le même banc, qui était très rigolote, on s'amusait bien. Elle habitait la ferme un peu plus bas que chez nous. Elle avait des dents très avariées quand on était gamin, parce que voilà, on mangeait des sucreries, mais on ne se brossait pas les dents. Aujourd'hui, elle a épousé le dentiste de la région. Belle revanche sur la vie, hein. Eh bien, vous voyez que si, en une 50aine d'années, nous avons fait un saut considérable en matière d'hygiène, de soins, d'attention au corps, respect de soi et respect de l'autre, évidemment, indirectement, je pense que dans les temps qui viennent, dans les années qui viennent, nous allons prendre une attention à notre psychisme avec la même façon. Nous allons développer une hygiène psychique aussi vigilante que l'hygiène physique, avec des rituels de présence à soi réguliers pour se poser, pour discerner, pour être agréable à vivre. Il ne viendrait à l'idée de plus personne, je pense aujourd'hui, d'avoir fait son grenier, remis de l'ordre partout, fait son jardin, tout transpirant, etc., puis de partir au boulot comme ça d'un coup. On va prendre une douche et changer de vêtements, on va se recoiffer, et ça fait partie de l'hygiène évidente. Qui, le matin, va partir sans s'être laver la bouche, brosser les dents? Ben non, présence à soi, hygiène pour soi, son confort, mais confort des autres aussi. Si vous avez une réunion et que personne ne sait brosser les dents, ça va pas être très agréable. Hein. Oui, c'est entré dans les mœurs. Vous auriez dit à nos arrière-grands-parents, il y a 150 ans, on se brosserait un jour tous les dents, ils auraient rigolé en disant, on n'a pas besoin de ça. Hein. Aujourd'hui, nous savons que nous avons besoin de ça. Eh bien, dans les temps qui viennent, nous saurons de plus en plus clairement que nous avons besoin d'une hygiène psychique, présence à soi, écoute de soi. Nous tendons vers ça. Ça fait effectivement une 30aine d'années que j'accompagne les personnes à travers cycles et saisons de l'existence, en quête de sens, en quête d'une vie meilleure, en quête d'une vie plus épanouie, plus en expansion, plus en ouverture. Beaucoup de gens, j'en étais fatigués, sont fatigués d'être dans une vie subie plutôt qu'une vie choisie. Et beaucoup de gens sont dans un état que j'appelle un état de malheur supportable, un peu comme s'ils étaient dans la vase jusque-là, et qui se redonnaient « jusqu'ici ça va, jusqu'ici ça va ». Vous connaissez la boutade du gars qui tombe d'un immeuble. Jusqu'ici, ça. Sans savoir, sans imaginer, personne ne leur a dit, ils n'ont pas appris ça, leurs collègues ne leur en parlent pas, ils n'ont pas lu les bouquins qui permettent de comprendre ça, enfin voilà, l'info n'a pas circulé, sans savoir que je peux prendre assise à l'intérieur de moi, solidement, trouver mon assise à l'intérieur, et petit à petit, quitter cette vase et aller marcher avec un peu d'aisance sur la berge. Personne n'a dit ça, et donc je subis, en espérant que ça s'arrange, s'il vous plaît. Beaucoup de nos contemporains sont dans cet état-là. Et je ne vous demande pas de me croire, parce que l'idée n'est pas de convaincre qui que ce soit, mais juste de vous partager mon expérience. Je sais depuis 30 ans que j'accompagne tant de personnes, et avant ça, j'étais avocat, on l'a rappelé, et je me suis occupé de beaucoup de gamins dits de la rue, dans la délinquance, etc. Je sais qu'il y a une capacité à nous transformer au cœur de chacun, capacité à nous transformer, à pivoter sur nous-mêmes pour passer à un autre palier, qui est aussi considérable qu'ignorer. C'est dingue. On ne sait pas ça, on ne le fait pas savoir. C'est pour ça que je suis tellement heureux d'être invité à partager ces quelques notions avec vous, parce que vous êtes une communauté, en plus, une communauté au service. C'est déjà pas mal d'être une communauté humaine, vous pourriez être dans une banque ou dans une assurance. Il y a des impacts sur la société, bien sûr, mais ce n'est pas directement du service. Là, vous allez choisir le soin, l'attention à l'autre, l'embellissement de la santé physique et psychique. Est-ce qu'il n'est donc pas temps d'en avoir quelques clés pour soi? Est-ce que j'embellis tous les jours ma santé physique et psychique? Est-ce que j'honore ce corps en le détendant, en le reposant, en le mettant au lit suffisamment tôt, en l'oxygénant par de l'activité? Est-ce que j'honore cette psyché
en l'embellissant de beauté, en me nourrissant de poèmes, de poésie, de musique, de paysages, de rencontres riches et nourrissantes? Ou est-ce que tout ça, c'est truffé de tensions, de difficultés, de négativité? Ça n'est pas un petit détail, vous vous en doutez. Et donc, depuis, je vous le disais, une trentaine d'années que j'accompagne les personnes, je pense qu'il y a une vraie constante dans nos vies, où que nous soyons sur la planète, et quelles que soient nos cultures ou nos éducations. Je crois que nous cherchons à vivre des relations vraies, profondes, fécondes et fluides. Nous sommes fatigués des relations fausses, où on sent qu'il y a des agendas cachés, il y a des jeux de coulisses, il y a des bruits de couloir, des trucs se disent ou se font sans qu'on soit averti. Nous sommes fatigués de l'hypocrisie, qu'elle soit dans le microcosme de là où nous vivons ou dans le macrocosme de la planète. Nous voyons bien la tragédie de la langue de bois parmi les dirigeants. Des relations vraies. Vraies, profondes. Nous sommes fatigués des relations qui sont en surface, qui n'adressent pas, comme on dit en franglais, qui ne rencontrent pas les vrais enjeux. On se parle comme ça en surface, mais c'est pas de ça, la question n'est pas là. On a besoin d'aller voir plus profondément, mais on n'ose pas. Parce que n'importe le vrai sujet, on enferme en placard les sujets délicats. Des relations profondes, des relations fécondes. Nous sommes fatigués des relations qui ne débouchent sur rien. On se parle systématiquement des mêmes choses et il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de valeur ajoutée. Nous avons besoin de sentir que nos relations sont fécondes, qu'il se dégage une valeur ajoutée de ce que nous vivons. Et des relations fluides, nous sommes fatigués des relations dans lesquelles il y a des irritants systématiques. Combien de fois ça n'arrive pas que nous achoppions sur la même pierre? Or, vous le savez, vous l'avez peut-être vécu ou entendu, même un âne n'achoppe pas deux fois sur la même pierre. Je vous en prie, venez là. Il l'a perçu, il a sa pierre, et il l'évite. Ou peut-être que s'il est un peu plus malin et d'un bon coup de sabot, il la fout dans le ravin. Mais nous, les humains, on peut achoper systématiquement, de journée en journée, de journée en journée, sur les mêmes enjeux, en subissant, jusqu'ici ça va, des irritants systématiques, sans s'arrêter pour les voir, les nommer et les transformer. Ça devrait faire partie de l'hygiène de groupe. Je m'assois en groupe, avec les membres de mon groupe, pour observer qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui m'enchante, qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui nous soutient, qu'est-ce qui fait sens pour nous, qu'est-ce que nous aimons vivre. Et également, avec la même vigilance, qu'est-ce qui nous pèse, qu'est-ce qui nous encombre, qu'est-ce qui est difficile à vivre, qu'est-ce qui a pu me faire mal, qu'est-ce qui a arrêté mon élan de vie ou freiné ma joie. Hygiène de conscience. Et je vous en parle pour connaître ce métier. J'ai animé pendant 5 ans à l'hôpital Saint-Jean à Bruxelles un groupe de parole en soins palliatifs. Les soins palliatifs, vous vous en doutez, on n'en sort pas vivant. Donc c'est pénible. Tant pour les soignants qui prennent soin, qui s'attachent aux personnes, il y a un deuil à faire, forcément. Cette personne, on prend soin au mieux, mais elle va sortir de l'hôpital morte, voilà. Et il faut accueillir les familles qui viennent, qui s'inquiètent, qui sont préoccupées, et puis tôt ou tard, il y a le deuil à faire. C'est rude. Et puis il y a tous les fonctionnements des humains ensemble, le stress, etc. Nous avons donc besoin absolument d'avoir un endroit où on répare la machine du nous, qui a pu se fatiguer, s'user, prendre des coups, se démotiver parce que le médecin urgentiste est un peu pressé, n'a pas dit bonjour, n'a pas reconnu le travail, est passé d'une pièce à l'autre rapidement, et je prends ça comme de la négligence et j'existe pas. Ben non, il est juste pressé, tu vois, il est super stressé. Et on a besoin d'avoir un endroit où on se dit ça. Ou l'aide-soignante qui était en train de soigner un malade et qui était dans une pièce et le médecin est passé à vérifier comme ça, elle ne l'a pas vu et ressorti, elle peut dire, j'ai eu l'impression que tu me négligeais, tu m'as nié, tu ne m'as pas vu. Et l'autre peut enfin dire, écoute, je suis désolé, j'aurais voulu pouvoir te dire bonjour tranquillement, mais il y avait tel et tel patient dans telle autre pièce qui vivait ça ou ça, je devais vite vérifier quelque chose et je suis sorti en courant, excuse-moi, je serai plus attentif la prochaine fois. Et on nettoie la relation. Vous connaissez l'expression « nettoyer son linge sale en famille ». Je nettoie mon linge sale en famille. La famille, c'est l'équipe de travail. Je ne vais pas me plaindre, si je suis l'aide-soignante, le soir, à mon copain, à ma copine, à celle qui prend le bus avec moi. Il est chiant, ce médecin, il lui dit jamais bonjour, c'est quand même pas quoi. Tu as vu ce qui m'est arrivé, et je consacre de l'énergie à ce qui ne va pas. Et je plombe mon esprit, et je me mets dans ma résignation. Non, je prends mes sentiments et mes besoins, ça c'est la base de la communication. Je suis en colère, je suis déçu, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai aussi besoin de comprendre. Je vais faire une demande claire à la personne qui peut changer les choses. Ça demande un travail d'affirmation de soi qui ne tombe pas du ciel. Hein. Je ne passe pas de la timidité à l'affirmation de moi du jour au lendemain. On est bien d'accord.
Mais ça s'apprend. Je suis, moi, quelqu'un de très, très timide. Quand j'étais jeune avocat, j'avais les joues qui s'empourpraient dès que je devais parler devant un magistrat. Je me sentais comme un petit gamin qui parle devant un grand-père, alors que j'avais 25 ou 30 ans. J'ai eu à apprendre l'affirmation de moi. Vous m'auriez dit un jour, je ferai des conférences devant des grandes salles. J'aurais dit, ben non, il y a 2 jours, j'étais à Blois, en France, pour une conférence des notaires. 1500 personnes. Moi, je serais descendu dans mes tout petits souliers, hein, à l'époque. Et bien là, je suis à l'aise, heureux d'être là, content que ces notaires, un peu comme vous, travaillent. C'était la matinale de la façon d'être. Waouh, hein, on est passé à un niveau de conscience. Les notaires se disent que la profession assez patriarcale, plutôt sympathique, etc., et bienveillante, est en train de se laisser percoler par la brutalité ordinaire. On se parle mal. On se répond sèchement par mail. On s'envoie des critiques au lieu de prendre son téléphone pour se parler. Alors que c'était une profession de relations humaines et de liens. Et donc, ils ont inventé cette matinale de la façon d'être pour dire qu'il est temps de vérifier notre façon d'être. Ce n'est pas un petit détail, vous voyez. Tout ça pour dire que, si nous sommes dans une difficulté par rapport à la relation humaine et par rapport notamment aux enjeux hiérarchiques, c'est une occasion de travailler l'estime de soi, la confiance en soi. Lorsque nous sentons que nous sommes vite recroquevillés, en Belgique, il y a le beau terme de racrapoter. Je me racrapote. Et je redeviens le petit garçon ou la petite fille qui a peur de l'autorité. Ah, on a dépassé ce stade, hein, on n'est plus dans le bac à sable et la cour de récré. Et donc nous avons besoin d'oser affirmer nos limites, exactement comme d'en face, si la personne est en position hiérarchique, c'est vraiment très important qu'elle réalise que cette position de hiérarchie est au service du groupe, du vivre ensemble, de la qualité d'être, de l'amélioration générale du climat. C'est la mission principale de la personne qui a une certaine autorité, c'est de s'assurer la cohésion, le goût d'être là, l'enthousiasme, être suffisamment inspiré pour être inspirant. Et donc avoir régulièrement des temps de présence à soi. Respiration, méditation, contemplation, pacification. Ce ne sont plus des petits détails de développement dit personnel. C'est vraiment les clés du vivre ensemble. Et pour le montrer, pour l'illustrer, je vous propose de vous mettre ce petit dessin que je fais dans la plupart de mes conférences, pratiquement systématiquement, parce que je pense qu'une image vaut 1000 mots. Cette flèche rouge, je l'appelle notre fil rouge intérieur. Le dessin est tout simple, rassurez-vous, c'est une simple flèche qui monte. Tous les dessins ont leurs limites, mais c'est juste pour montrer que nous espérons, je pense profondément, vivre des relations vraies, profondes, fécondes et fluides, de plus en plus. Et donc, mieux comprendre qu'est-ce qui les rend fécondes, qu'est-ce qui les rend infécondes, qu'est-ce qui les rend fluides, qu'est-ce qui les rend râpeuses, qu'est-ce qui les rend vraies, qu'est-ce qui camoufle le vrai sujet. Observez ça, transformez. Et clairement, pour moi, c'est un des rôles de la hiérarchie d'être très attentif à ça. Et d'inviter les personnes qui sont à un autre emplacement dans la hiérarchie et qui sont peut-être plus timides, plus timorées, parce que se joue ce vieux complexe d'enfance de se dire « Oh, je ne suis pas à la bonne place, je ne suis pas assez compétent, l'autre c'est mieux que moi ». J'ai de faciliter, justement, d'ouvrir les ponts, de descendre le pont-levis du château fort pour que la relation puisse s'ouvrir. Ça, c'est les enjeux d'aujourd'hui. Oui. Je n'utilise pas ma fonction pour être dans du contrôle et de l'autorité sûre. On n'est plus dans l'autorité sûre, hein. On est dans l'autorité avec. Ça change tout. Hein. Le chef d'orchestre n'a pas une autorité sur son orchestre, et il a un pouvoir avec, faire en sorte que tout s'organise bien, que chacun est bien à sa place, que chaque instrument est bien accordé, heureux d'être là, donnant le meilleur de soi. Alors là, la musique est belle. Même rôle dans un entraîneur d'équipe de foot. Hein. S'assurer que tout le monde est au bon endroit, se sent reconnu, encouragé, à une perspective d'évolution, et soutenu. C'est ce qu'on appelle de la bienveillance. Un mot qui a été galvaudé parce que mal compris. On pense que c'est bisounours la bienveillance et qu'elle sait tout faire. Ça n'a juste rien à voir. Vous entendez bien qu'il y a 2 mots là-dedans. Il s'agit de bien veiller, de veiller bien. Et un veilleur, c'est un guetteur. Hein. C'est quelqu'un qui est attentif, qui est présent, qui est rigoureux, qui est patient et en même temps ferme. Bien veiller. Et ça, c'est notre sens à tous, dans une activité de service, où que je sois dans la hiérarchie, je suis là pour bien veiller. Veiller bien, avec vigueur et attention. Et ça s'apprend petit à petit. Et je sais
pour avoir échangé et préparé la conférence ici, combien ce sont les valeurs de base de votre clinique. Et c'est ça qui m'a touché, me dire comment pouvoir rendre pérennes ces valeurs et fait qu'elles demeurent, malgré que, évidemment, nous traversons une période extrêmement secouante, assez chaotique, avec de quoi être en partie désespéré de l'humain, quand on voit ce qui se passe, évidemment, entre Israël et Palestine, pour le moment, mais également l'Ukraine, etc. On peut vraiment se dire, est-ce que ça vaut encore la peine? Et se laisser décourager. C'est une possibilité. Et en même temps, si nous sommes là, à ce moment-là, sur la planète, permettez-moi de croire que ça a du sens. La vie, j'aime bien cette petite formule qui se fredonne comme une petite chanson, la vie m'a voulu là. La vie m'a voulu là. Quand je suis dépité, que j'en ai ras-le-bol, que j'ai envie de me dire, ben moi je vais prendre ma retraite, j'ai 65 ans, en principe je suis à la retraite, je suis loin d'avoir envie de la prendre, mais par moments j'ai dit, ouf, j'arrête tout, c'est trop difficile, le monde est trop compliqué. Je me rappelle, la vie t'a voulu là, pour apporter ce que tu peux apporter. Alors fais-le. J'entends ça. La vie vous a voulu là, pour apporter ce que vous pouvez apporter, votre sensibilité, votre délicatesse, votre profondeur, mais aussi votre fermeté, votre clarté, votre détermination. L'un n'empêchera pas l'autre, évidemment. Offrez toute la palette de ce que vous êtes. Malheureusement, si nous ne sommes pas attentifs à rester sur notre fil rouge, voyez, eh bien, il peut se faire que nous soyons pris dans des pièges, dans des automatismes. Si je vais au-delà du fil rouge d'avoir de belles relations profondes, fécondes et fluides, je vous partage une autre perspective de ce fil rouge. Dans mon travail d'accompagnement, je pense qu'il y a aussi un autre dénominateur commun, un peu plus fin ou plus profond, qui est que nous espérons tous vivre, nous tendons vers un état de profond contentement intérieur. Un profond état de paix intérieure. Posé, stable, et qui se révèle petit à petit transportable à travers les difficultés, parce que des difficultés, on s'en prend plein la tronche parfois. Évidemment qu'il y a des conflits, il y a des désaccords, il y a des noms à dire très clairement, il y a des noms à recevoir, il y a des moments de dépit, de désarroi, il y a des deuils, il y a des pages à tourner. Ça, c'est la vie, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais nous aimerions, je pense, profondément sentir que nous avons appris comment, ça s'apprend, comment maintenir à travers ces bourrasques un état de paix intérieure stable, transportable et contagieux. Un état de paix intérieure contagieux. Et je ne serais pas surpris que vous ayez pu avoir dans votre enfance des personnes de référence qui vous ont donné cette image. Souvent, c'est des grands-parents qui ont encore connu la guerre parfois et qui ont appris à trouver cet état de paix à travers les circonstances les plus pénibles. Ça peut être parfois même des personnes qui ont perdu un enfant et qui ont fait l'épreuve la plus terrible sans doute pour des parents que de perdre un être cher et qui ont travaillé le deuil en profondeur dans toutes ces phases, ont retrouvé un état de paix profonde, contagieux, souvent s'impliquent avec tout leur cœur dans des mouvements d'accompagnement de personnes qui ont perdu des enfants, avec une grande générosité, à laquelle peut-être ils n'auraient pas eu accès si cette expérience si douloureuse n'était pas arrivée. Il y a donc des éclosions qui permettent de goûter cette paix. Mais il ne s'agit pas forcément d'attendre l'épreuve pour goûter la paix. Peut-être que nous pouvons travailler à goûter cette paix anticipativement. Je demande à personne de me croire quand je dis que l'on goûte un profond contentement intérieur, que c'est ça vers quoi nous tendons. Mais peut-être juste à vous rappeler ceci. Vous avez fait le choix de faire des études. Certains ont la médecine, infirmiers, aides-soignants, etc. D'autres praticiens de soins. Vous avez fait des études, vous suivez des formations. Pourquoi ? Mais parce que vous vous dites, tiens, en ayant ces compétences, je vais nourrir mon profond contentement intérieur. J'aime soigner, j'aime prendre soin. En plus, ça me permettra une intégration sociale, une appartenance, exercer une responsabilité dans la société. Ça nourrit mon contentement intérieur. Et en plus, je vais avoir des ressources financières qui vont me permettre de vivre avec un peu de confort, peut-être même de l'aisance selon les rémunérations que vous pouvez envisager. Tout ça va nourrir mon contentement intérieur. Alors vous y allez, des études, et puis des formations. Et vous dites, tiens, une autre formation dans ce domaine-là, ça m'intéresserait, je serai plus complémentaire, ça nourrira mon contentement intérieur. Tiens, peut-être qu'une pratique d'une langue étrangère permettra d'élargir le champ de ma compétence. Je peux peut-être voyager, participer à des colloques ou peut-être accueillir une clientèle qui parle une autre langue que la mienne. Alors j'apprends une nouvelle langue. Puis je vais quand même faire du sport pour maintenir dans mon corps. Alors je mets du sport dans mon programme. Et puis un jour, je me dis, ce joli garçon, cette jolie fille, c'est bien sympathique. On pourrait faire un petit couple à nous deux. Ça serait sympa. Ça va nourrir notre contentement intérieur. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis avec ce gaillard ou cette gaillarde, on se dit, mais avoir des enfants à nous deux, ça va être un enchantement. Nous allons faire passer la vie à travers nous pour permettre à des petits êtres de découvrir la joie d'être au monde.
Ça va être fantastique. Alors je fais des enfants avec le beau garçon ou avec la jolie fille. Et vlati pas qu'un matin, on est dans les emboutes avec les gamins, ça chamaille derrière, et je leur rends la vie insupportable parce que moi-même je suis énervé. Et je me bagarre avec ces enfants que j'ai mis au monde pour goûter du contentement intérieur. Exactement comme dans l'heure qui suit, je serai en réunion d'équipe et mon esprit grincheux va bousiller la relation avec ces gens que si je n'ai pas choisi comme tel, j'ai en tout cas choisi le métier qui fait que je vis avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui fait ça? Personne ne vous a forcé à faire des enfants, à vous mettre en couple, à travailler dans le soin. Et à travailler dans le soin, non pas seul, hein, dans une pratique d'infirmier de campagne ou de médecin de campagne, là, qui va à gauche, à droite, mais dans une structure avec du monde, vous avez tout choisi. Pour nourrir votre contentement intérieur. Alors, c'est quand qu'on a dérapé du fil rouge? Qu'est-ce qui nous a fait quitter le profond contentement intérieur? On attend souvent le week-end. Ah, c'est vendredi. Et on revient le lundi, on se sent comme un lundi. Attends. Le sens de la vie n'est pas de vivre juste le samedi et le dimanche. Hein. Puis on attend les vacances. 3-4 semaines avec un peu de chance. Ah, les vacances. Mais c'est pathétique, hein. Le contentement intérieur, nous devrons sentir que nous le goûtons chaque matin. Ne serait-ce que par la conscience que beaucoup de gens malheureusement perdent. Si vous êtes dans cette salle, vous avez peut-être réalisé que c'est parce que vous êtes vivant, vivante. Hein. Ce qui veut donc dire que vous êtes réveillé ce matin. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et vous en savez quelque chose comme soignant. Il y a bien des personnes pour qui c'était la dernière nuit et le dernier souffle. Vous et moi, on s'est levés ce matin. C'est pas génial? Une belle journée devant nous, qui arrive tranquillement à sa fin. Je vois qu'il y a l'apéro qui attend là derrière. Si vous êtes dans cette salle, il me semble, je n'ai pas vu tout le monde, mais c'est que vous êtes dans un état de santé et d'autonomie suffisante pour vous être habillé, avoir pris votre douche, avoir descendu les escaliers, peut-être conduit votre voiture, en tout cas être arrivé jusqu'ici. C'est fabuleux! Pas tout le monde est autonome. Pas tout le monde a pu sortir de son lit. Il y a des gens qui vivent au lit à vie, ou qui ont tout d'un coup un handicap ou une maladie, et puis ça se termine dans un lit. Il y a encore de la vie, oui, mais pas beaucoup d'autonomie. Vous voyez combien nous avons des occasions de nous enchanter, rien qu'en observant ce qui est là. Si vous êtes dans cette pièce aussi, c'est que sans doute vous avez un salaire qui vous permet d'avoir un lieu où habiter, un toit au sec, de la chaleur, de quoi nourrir. C'est fabuleux par rapport à ce qu'on voit sur la planète. Avons-nous pris le temps dans notre « comment ça va du matin, comment je me sens » moment d'autonomie, avons-nous pris le temps de nous enchanter de tout ce qu'il y a avant de considérer tout ce qu'il n'y a pas? Est-ce que je suis dans un état de résignation ou est-ce que je suis dans un état d'enchantement et de contentement? Le contentement ne va pas venir par hasard si j'y porte pas mon attention. Hygiène de conscience. Et j'aime rappeler dans les formations que j'anime beaucoup de formations pendant plusieurs jours résidentielles. Et si vous avez commenté ce matin, souvent on fait l'exercice à 9h30, 10h, apprendre à se poser la question comment ça va avec les clés de la communication non violente. Je dis ici, vous aviez commencé à noter sur un papier toutes les belles choses qui arrivent dans votre vie, vous ne seriez jamais arrivé à l'atelier à 10h du matin. Vous seriez toujours en train de noter tout ce qui va bien. Il y a bien plus de belles et bonnes choses qui se passent dans la vie que de choses tragiques. Il se fait qu'il y a un certain attachement à la souffrance, on va y revenir tout de suite, qui fait qu'on ne pointe que ce qui ne va pas. C'est une vieille habitude, on va y revenir. Mais avant ça, qu'est-ce qui fait que si nous tendons vers ce contentement intérieur, c'est mon hypothèse de travail, hein, je n'ai pas travaillé avec 8 milliards d'êtres humains, mais j'en ai quand même vu pas mal, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas ça que nous vivons? Je le rappelle, on a voulu aller sur la Lune, on y va. On a voulu un tunnel sous la Manche, on l'a fait. On a voulu circuler à 300-400 à l'heure en train, on le fait. Mais vivre un état de contentement intérieur, ça reste la portion congrue pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, observons simplement que dans l'enfance, assez souvent, l'enfant en nous a pu chevaucher son élan de vie, son contentement intérieur. La plupart du temps, un enfant est content d'être là, il joue avec 3 fois rien. On voit même des enfants sur des champs de bataille, et c'est quelque chose avec Israël et Palestine, faire un jeu improvisé avec un bout de caillou et 2 fils de fer. C'est juste extraordinaire, le potentiel de joie qui est dans l'enfant. Un enfant ne se déplace pas dans la cour comme ceci tranquillement, ni même dans la maison. Un enfant, ça court partout avec curiosité et enthousiasme. On a un peu laissé tomber quelque chose. Non? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui ne fait pas qu'on est habité de la même curiosité, goût de vivre, soif d'apprendre qui habite l'enfant? Alors à cet enfant qui goûte souvent un profond contentement intérieur, des parents responsables et suivis d'enseignants bien intentionnés, tout le monde est bien intentionné, mais ne voit pas qu'il peut y avoir un effet collatéral.
eh bien, auront dit des choses que, mais mon petit, ma petite, on ne fait pas les choses parce qu'on y est bien dedans et qu'on goûte un profond contentement. On fait les choses parce qu'il est l'heure. Parce qu'il est temps. Parce qu'on fait comme ceci. Mais on ne fait jamais comme ça. Il faut étudier, étudier beaucoup, travailler, trouver un conjoint, faire des enfants, ne pas oublier de payer sa pension de retraite et de téléphoner à bonne maman le soir de Noël. Et mine de rien, vous avez ce petit être qui était parti pour suivre son élan de vie, apprenant petit à petit à découvrir ses talents, sa sensibilité à lui, l'axe de sa boussole à lui, et qui se coule dans le moule, se conforme à la norme, et petit à petit, sans même le sentir, voit que sa boussole se fige et se rouille. Et il arrive à un âge où il se croit libre, il dit « mais je fais ce que je veux, moi je pense ce que je veux ». Attends, quand tu dis « je », tu sais de qui tu parles. Tu parles du personnage construit, téléchargé par papa-maman, le système éducatif, les traditions ou les conditionnements de ton milieu, ou tu parles de la vraie personne que tu as appris à découvrir, la personne derrière le personnage. Deux mises au monde dans la vie d'un être humain. La première est biologique, je traverse et j'arrive. Et la deuxième est psychologique ou spirituelle. Je laisse le meilleur de moi se mettre au monde. Mais ça demande que je sache le rencontrer, ce meilleur de moi. M'asseoir avec lui, le découvrir petit à petit. Et donc beaucoup d'entre nous pensons, et j'en ai été longtemps, je prends ce que je vis, ce que je crois, mon système de pensée, mon organisation de mes valeurs, mes priorités, ma façon d'être ou de pas être, ou de mal être en relation avec les uns et les autres. Je prends tout ça pour l'exercice de ma liberté, croyant que je suis comme ça, et c'est comme ça que ça va se passer. Toute ma vie, sans mesurer que je ne suis pas en train d'exercer ma liberté, je suis pris dans des enfermements. Je suis pris dans des enfermements. Dans mes systèmes de pensée, dans mes habitudes de fonctionnement, dans mes automatismes, dans mes programmations, dans mon pavlovien. Je fonctionne autrement dit comme ces pianos anciens, dont vous vous souvenez peut-être que l'on mettait un carton troué qui faisait tourner un tambourin, et effectivement les touches s'agitent toutes seules, mais il y a de la musique, on est bien d'accord, mais il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas d'impro, il n'y a pas de fantaisie, on ne sort pas du cadre. C'est répétitif. C'est un peu ennuyeux, quand c'est pas franchement barbant après le troisième carton. Il est temps de remettre l'artiste au clavier et de déchirer le carton. Frouch. Et évidemment que c'est une métaphore, pas tout le monde est sur Terre pour être un artiste pianiste, mais tout le monde est sur Terre pour être l'artiste de sa vie. Qu'il s'agisse simplement d'afficher un joli sourire tous les matins et de créer de la joie. Un regard tendre vers les gens, vers le client, vers le patient. Une capacité d'écoute. Quand il y a une contradiction, un désaccord, tiens, qu'est-ce qui se passe? On y reviendra tout de suite. Une capacité à enchanter l'instant. Je ne peux pas résoudre Israël, Palestine, Ukraine. J'accepte, je pleure ce que j'ai à pleurer par rapport à ça, l'impuissance, j'accepte mon impuissance. Mais à tout moment, je peux être un facteur de pacification là où je suis. Un facteur d'enchantement, par ma posture. J'accepte les moments de contradiction. J'accepte les moments de conflit, ça fait partie de la vie. Une vie sans conflit, ce serait une vie utopique. Mais on peut traverser les conflits avec intelligence de cœur pour les rendre féconds. On s'assoit, on se questionne, on s'interroge, on laisse mijoter, on revient sur le sujet, et petit à petit, il se dégage des pistes. Ça s'apprend. Nous devrions apprendre ça depuis la maternelle. Hein. C'est un enjeu citoyen, la capacité à traverser les conflits en les rendant utiles, au service, pour passer un autre palier de conscience ensemble. Il y a donc une tension entre notre élan de vie qui va par là. Et beaucoup d'entre nous nous sentons, j'aimerais vivre ça, mais ma vraie vie, elle n'est par ici. Et ceux qui sont peut-être dans des services de psychologie ou peut-être même de psychiatrie auront bien rencontré ça. On prend parfois pour un délit le fait que le patient voudrait vivre ça et on a envie d'être raisonnable en disant mais non mais tu vis ceci. Alors on crée de plus en plus de tensions au lieu d'ouvrir la possibilité que la vie pourrait être tout autre. Et que l'être a besoin de s'aligner sur cet élan de vie. Et aujourd'hui, dans cette période très très chaotique, vous l'aurez perçu, on assiste à beaucoup de dépression. Ma vraie vie va par là, mais ce que nous vivons tous les jours, c'est par ici. Ah, tension terrible dans l'être. Souvent, burn-out. Parfois même suicide.
Et on l'a vu pendant la période du Covid, des enfants qui débarquent là-dedans, qui sont tout gamins, masqués, les parents masqués, on ne sort pas, on ne joue pas, on n'échange pas, on ne trouve pas les copains. Je ne suis pas venu pour ça. Hein. Quand je suis arrivé, je pensais que j'allais goûter un profond contentement de tout mon être au service de la vie collective. C'est le message que j'avais reçu de l'infini ou de je ne sais pas quoi, vous l'appelez comme vous voulez. Et j'y ai cru, je suis arrivé là, et voilà que... Ah bah non, moi je repars d'où je viens. Hein. On a vu des suicides de gamins et de gamines de plus en plus jeunes. Nous avons donc besoin d'apprendre à observer nos enfermements. Sinon, le risque, c'est qu'effectivement, vous voyez ce dessin fait comme une bouche de crocodile, là, et dans cette grande mâchoire, eh bien, s'engouffrent tous les mécanismes compensatoires. Et c'est vite fait les mécanismes compensatoires dans une société de consolation, comme l'appelle joliment le philosophe Patrick Vivray. Je vous recommande d'aller voir un peu sur Internet Patrick Vivray, un beau philosophe que j'ai eu la chance de rencontrer quelques fois et de lire ses livres. Société de consolation, nous savons nous consoler de notre mal-être, mais nous ne savons pas aller à la rencontre de notre bien-être. Nous avons ensemble créé une société dans laquelle nous savons plus compenser notre mal-être que nourrir en profondeur notre bien-être. Il y a une sorte de tabou, nourrir son bien-être, ce serait égoïste. Attends. Et donc je compense mon mal-être. Les compensations sont sous la main. Je suis tendu au travail, je suis énervé, les collègues, le patron, le climat m'énerve. Je ne sais pas que je peux apprendre à m'asseoir dans cette chaise du discernement. Dans mon système éducatif, on ne va pas parler de ça. Mes copains, le milieu où je suis, on ne parle pas de ça. Je ne sais pas que je peux avoir des clés pour sortir de ma résignation. Je rentre à la maison, eh bien une petite bière, ça me détend. 2 petites bières, ça me détend bien. Tout le pack de bières, je suis pas mal détendu, figurez-vous. Oui, par miracle, ça marche. Je suis tendu, énervé, qu'est-ce qui va arriver? La guerre en Ukraine, Israël-Palestine, mon Dieu, le climat, la collapsologie, qu'est-ce qui va arriver au secours? Mes enfants, une petite pilule, je dors mieux. 2 pilules, je dors très bien. Le week-end, tout le paquet, je dors 48 heures. Et je ne dis pas qu'un peu de support médicamenteux peut aider un humain qui est en grosse tension, difficulté, à traverser un goulot d'étranglement. Je dis juste que le goulot d'étranglement n'est peut-être pas, dans beaucoup de vies, pas dans toutes, là par hasard, qui a, waouh, comme une éclosion à faire. C'est comme un accouchement, une mise au monde du meilleur de moi. Autrement dit, nous ne sommes pas sur Terre pour bouffer des médicaments, quoi. Mais ça demande de regarder à la conscience, je souhaite être en expansion à l'intérieur de moi-même et comprendre ce qui me freine, quels sont mes enfermements. Je le répète, nous avons créé une société dans laquelle nous avons plus appris à compenser le mal-être qu'à nourrir le bien-être profond et contagieux. Il y a une jolie histoire que j'ai vue il y a peu sur Internet. C'est un homme qui raconte avoir lu un article sur comment la langouste évolue. La langouste, à un moment, se sent à l'étroit dans sa carapace. On peut bien comprendre, la carapace est trop petite, son corps à l'intérieur grandit. Et donc, elle vient se retirer dans des rochers à l'abri pour pouvoir se défaire de cette carapace qui se dissout. Et il se retrouve tout nu. On imagine une langouste toute nue, et elle n'a pas trop envie d'être bouffée par un gros poisson. Donc elle reste à l'abri dans sa tanière, derrière des petits rochers. Et petit à petit, la carapace se refait à une meilleure dimension, elle peut ressortir et vivre sa vie. Et puis un peu plus tard, de nouveau, ça coince un peu, je ne suis plus trop au bon endroit, bon, je reviens dans ma tanière, et de nouveau, une autre carapace vient. Et la finale, si vous me le permettez, c'est un peu taquin, mais la finale de cet homme qui partage cette belle histoire, c'est peut-être un mythe, mais je la trouve jolie, c'est heureusement que la langouste n'a pas de psychiatre et de médicaments. Sinon, on lui aurait donné une petite pilule pour mieux subir son écrasement, au lieu que d'accepter la mue et la transition nécessaire. Je trouve plaisant de regarder ça. Lorsque nous sommes à l'étroit en nous-mêmes, dans nos systèmes de pensée, dans nos habitudes, c'est peut-être bien qu'il est temps de prendre un peu de recul pour aller voir, est-ce que je ne peux pas sortir de certains enfermements? C'est là que la pratique de la connaissance de soi, notamment par la communication non violente, peut vraiment nous aider. Sans cette approche, je peux vous assurer que je serais resté un célibataire qui a peur de l'engagement. J'étais terrifié de l'engagement, j'avais des relations amoureuses, mais il ne fallait pas qu'on s'engage. Et je courais trop vite, je courais de choses à faire en choses à faire de façon éperdue. Et donc je crois que je serais resté un avocat qui picole son ennui si je n'avais pas appris à discerner qu'est-ce que je veux vivre, quel est mon élan de vivre. Et sentir que la boussole va par là. Ah, j'ai pu la débloquer, elle va par là ma boussole. Mais il y a des choses qui freinent. Ah, je reste dans mes freins, ou petit à petit j'apprends à comprendre mes freins pour les défaire et sentir que petit à petit je m'achemine vers mon fil rouge.
En ayant vu que ça marchait pour moi, ça m'a donné le goût de devenir thérapeute et d'accompagner les personnes qui souhaitent faire ça, oui. Et de plus en plus, en faisant cet accompagnement, j'ai perçu que c'est pas du tout du développement personnel. Oui, ça aide la personne à mieux vivre, mais la maman qui a pu comprendre son alcoolisme et pourquoi elle tient plus la maison, etc. Et je prends la caricature que c'est la maman qui fait ça, heureusement, on n'est pas dans un conflit de genre. Hein. Aujourd'hui, c'est de mieux en mieux réparti, rassurez-vous. Et bien, qui tout d'un coup sort de son alcoolisme parce qu'elle réalisait qu'il y avait un grand vide à l'intérieur, parce qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait goûter de la plénitude, mais elle apprend qu'elle peut goûter de la plénitude et que ça s'apprend petit à petit, et qui redevient une maman joyeuse, heureuse, qui fait un repas pour la tribu. C'est du développement social durable. Le patron grincheux qui agace tout le monde parce qu'il veut valoriser son ego, et ça pompe l'énergie de chacun dans les équipes, et qui apprend petit à petit parce qu'il s'est pris un jour dans une négociation, un grand coup dans l'estime de soi, il est en dépression, il va en thérapie, il travaille un peu cet enjeu-là et il réalise qu'il n'a pas une bonne estime de soi et que pour se sentir valorisé, il a besoin d'écraser. Ah, qu'est-ce que son équipe est contente qu'il ait été balayé un peu devant sa porte et faire un peu de développement dit personnel, mais dont vous voyez bien que c'est du développement social durable. Chacun de nous devrait pouvoir s'interroger, je suis dans l'ego ou je suis dans l'être? C'est pas un petit détail. Hein. Nous avons tous souffert de collisions d'ego et de frictions d'ego. Nous avons directement du pouvoir sur le nôtre pour le voir en le démasquant. Et nous pouvons avoir une posture qui invite la personne à ne pas rester dans son ego. Ça, la communication non violente peut vraiment aider. Je me posture avec force, avec vigueur. Je n'accepte pas un ton de voix désagréable. Si je me parle mal, je dis « Oh, tu peux me redire ça autrement, s'il te plaît, ce sera tellement plus agréable. Hein. Est-ce qu'on peut se parler avec douceur ?» Et à la réunion d'équipe, et je reviens au groupe de parole que j'animais à l'hôpital Saint-Jean à Bruxelles, je recommande dans mon premier bouquin, Cessez des gentils, soyez vrais, sorti il y a plus de 20 ans, déjà je recommande un groupe de parole dans toute entité humaine. On a à l'agenda, à fréquence régulière, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines au max, on sait qu'il y a un groupe de parole. On va pouvoir nettoyer la relation qui s'est mal passée. On va pouvoir fêter ce qui s'est bien passé dans l'équipe, dans le groupe, honorer cela, partager de la gratitude. Et on va pouvoir aussi poser à plat ce qui a posé des soucis, de la tension. Évidemment, le groupe de parole, il n'est pas laissé comme ça, il y a quelqu'un qui l'anime, hein, pour s'assurer qu'on ne se juge pas, on ne se critique pas, on ne se projette pas des images à la figure de l'un de l'autre, on se parle avec douceur, on bien veille, si vous me permettez d'inventer ce mot, on bien veille à la qualité du nous. Nous sommes une équipe, vous êtes une équipe, le nous prévaut. Qu'est-ce qui sert le nous? Est-ce que ma prétention à avoir raison dans ce conflit est au service du nous? Nous aurons besoin d'accepter le désaccord. Et arrêter de projeter l'autre qu'il a tort, parce qu'il ne pense pas comme moi. On peut dire à l'autre, je ne suis pas d'accord avec ta posture, mais on ne peut pas dire à l'autre, tu as tort. Ça, c'est un rapport de force et de pouvoir. Nous allons voir ça tout de suite. Nous avons donc besoin de quitter nos enfermements. Ça veut dire que je les observe, j'en prends conscience, je les réalise, je m'assois avec moi-même en disant, là, j'ai été beaucoup trop timide une fois de plus. Je suis le gentil, la gentille qui démissionne dès que quelqu'un a de l'autorité, ou une voix un peu plus forte, ou une personnalité plus extravertie. Je démissionne. Ben, j'en ai marre de démissionner. J'ai besoin de sentir que j'ai de la force en moi, de l'ancrage en moi, et je travaille l'ancrage en moi. Ça se travaille, ça se jardine. Il y a sûrement des personnes qui jardinent un jardin. Parmi vous, vous savez que c'est un petit exercice tous les jours d'entretenir le jardin. Ce n'est pas forcément des grandes heures, mais un peu tous les jours, je prends soin. Ça, jardiner ma vie intérieure. Où je peux, dans mon moment de présence à moi, enfermement, ça, j'étais piégé dans les choses à faire et les choses à faire, j'oublie d'être avec moi-même, j'oublie d'être avec mon conjoint, j'oublie d'être avec mon enfant. J'ai besoin d'apprendre à être et à laisser le faire un petit peu en retrait. Je prends le temps de clarifier mon hygiène psychique. J'observe mes enfermements. Et petit à petit, je réaligne ma vie sur mon élan de vie. C'est un processus, c'est un chemin, c'est du jardinage. Personne n'a dit que ça se faisait en un clic sur l'ordinateur. On n'est pas dans un monde de bisounours. Mais vous avez appris votre métier, la conduite automobile, une langue étrangère ou du sport, etc., en prenant du temps. En apprenant de vos essais et erreurs, en essayant ceci, ça va peut-être marcher, ça ne marchera peut-être pas. Ben, j'apprends. Et ainsi de suite. Parce que j'ai décidé d'améliorer la relation. Allons voir certains enfermements qui peuvent compromettre notre qualité de vivre ensemble.
la qualité de nos relations, la qualité de cette paix intérieure que nous aimerions pouvoir nourrir à travers nous. Je me permets de tomber la veste, comme on dit, parce qu'il fait bien chaud chez vous. Vous êtes peut-être en train de l'observer, je vous parle à l'inverse de la communication non violente. Je sais que le thème c'est la communication non violente, mais plutôt que de vous parler directement de communication non violente, sur quoi vous pourrez trouver de l'information très, très facilement n'importe où, eh bien je vous parle plutôt de ce qui empêche la qualité de la relation. En comprenant certains pièges, nous avons vraiment l'occasion d'être vigilants, je ne tombe plus dans ces pièges-là. Or, vous le savez, on ne peut pas sortir d'un piège sans savoir qu'on est pris dedans. C'est une évidence quand on entend dire ça, que ça va, oui, oui. Je ne peux pas sortir de mes pièges si je ne sais pas que je suis pris dedans. Et donc nous avons besoin d'identifier certains pièges. Et je vous propose là 15 ans d'expérience d'accompagnement des personnes, 5 pièges très très récurrents dans nos vies. Et ils ont trait en partie à nos systèmes éducatifs, papa, maman, etc., mais surtout, largement, à la culture ambiante. On a grandi dans cette culture. Et comme c'est un tel conditionnement brassé à large échelle dans la masse de nos populations, on ne les voit pas. On pense que c'est comme ça qu'on vit. Alors que quand c'est un conditionnement familial, on peut dire oui, dans ma famille c'est comme ça, mais dans ta famille c'est plutôt autrement. Là, on discerne un peu mieux. Mais ici, comme tout le monde est brassé dedans, on dit je vais vivre comme ça. Et j'ai appelé ça des cultures. On est cultivé comme ça. J'ai appelé ces mécanismes les mécanismes autobloquants. Ces 5 mécanismes. Tant que je suis pris dedans, je suis autobloqué dans mon processus d'évolution. Je voudrais bien évoluer, mais je ne sais pas par où, ni comment, et je ne sais pas ce qui coince. Tu peux passer ta vie comme ça. Hein. Tu peux passer ta vie comme ça, aucun problème. Résigné. Je voudrais bien changer, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui coince. Oh, je me résigne, et je picole. Ou je prends des calmants. C'est vraiment dommage de ne pas déployer le trésor qui est en nous. Et quand j'emploie des expressions comme ça, je ne suis pas peace and love, hein. Déploie le trésor qui est en toi. C'est en travaillant avec des gamins de la rue que j'ai vu ça. J'ai vu des gamins qui jouent du couteau dans les rues pour arracher leur sac aux vieilles dames. Et qui, quand on les emmène en forêt, moi j'habite près de la forêt de Chilly, commune de l'église, et qu'on fait une balade à cheval dans la forêt, ils n'ont jamais fait ça, ils découvrent la forêt. Certains gamins, d'ailleurs, on est en Amazonie ici, il y a tellement de bois. Ceux qui connaissent l'Ardenne savent qu'on peut marcher des jours sans quitter la forêt, c'est vraiment magnifique. Moi j'ai la chance d'habiter dans la forêt. Et je me souviens d'un gamin, particulièrement agressif dans la rue, mais qui dit « Stop, mon cheval est blessé, il faut s'arrêter, il faut s'arrêter !» Et alors, tout le monde s'arrête, on va voir. Il s'est fait une gratinure dans une petite ronce, comme ils s'en font toujours quand on fait des balades en forêt. Il y avait une gouttelette de sang grand comme ça, c'était vraiment pas du tout grave. Mais ce gamin a tout attendri, parce que cet animal dont il a la charge pourrait peut-être souffrir. Alors qu'il n'a pas peur de poignarder la vieille dame dans la rue. Je sais qu'il y a donc un trésor de tendresse et un potentiel d'émerveillement dans le cœur de chacun. Souvent, il est obscurci par des enfermements. Donc, mon propos n'est pas angélique, il est ancré dans l'expérience. Et donc, je vous propose d'aller voir ces cultures qui nous bloquent, mécanismes autobloquants. Première culture qui nous bloque, c'est la culture du malheur, le goût du drame, qui confine parfois dans un certain culte du malheur, un attachement à la souffrance. Ça peut vous paraître bizarre que je parle d'attachement à la souffrance, mais je ne serais pas surpris que certaines parmi vous qui ont été un peu en thérapie aient perçu ce mécanisme. Je m'accroche au piquet de ma souffrance, comme si c'était le piquet central de ma tente. Je suis celui ou celle qui a été blessé, traumatisé, etc. Si on m'enlève ça, est-ce que j'existe? Ma vie s'est forgée autour de cette pensée négative. J'ai vécu une tragédie et personne ne me comprendra. C'est une certaine sécurité que je mets en ayant pris cette souffrance pour mon identité. Mon identité est bien au-delà, évidemment. Sans doute, j'ai vécu cette souffrance. Sans doute, elle a pu mobiliser mon énergie et s'imprimer, s'impacter en moi. Mais ce que je suis vraiment est au-delà. Et j'ai besoin petit à petit de lâcher cette impression, ce qui s'est imprimé, pour retrouver vraiment mon dynamisme. Et c'est pour ça que ça prend un certain temps et certains mécanismes de jardinage de cette partie de moi. Donc, nous avons besoin d'observer en nous, le cas échéant, l'attachement à ce qui ne va pas, savoir se plaindre, se posturer même en victime, qui ressasse tout son passé tragique ou toutes les choses qui ne vont pas et qui perd complètement conscience de ce qui va. Mais alors évidemment, je suis en perte de vitesse, en perte d'énergie. Je l'ai identifié moi-même, ça. Je suis entré en thérapie parce que, je vous l'ai dit, j'avais du mal à faire un couple, j'avais peur de l'engagement. À un moment, en avançant en âge, je me dis, j'ai quand même envie de comprendre pourquoi j'ai tellement peur de l'engagement. Et l'autre chose, c'est que je courais tout le temps. Je courais de choses à faire en choses à faire.
à toute vitesse. Et à un moment, j'ai accepté d'entendre une petite voix en moi qui me disait « Ta course est perdue, est perdue ». J'ai accepté de l'entendre et d'arrêter de la nier ou d'aller picoler avec les copains pour ne pas l'entendre. Et effectivement, j'ai pu réaliser que je courais tout le temps comme un mécanisme compensatoire et que j'avais peu de confiance dans la capacité à rester heureux durablement. Et un jour, je suis arrivé devant mon thérapeute en lui disant « Je pense que ça vaut plus la peine de continuer cette thérapie. J'ai dû être vacciné contre le bonheur, par erreur. Un médecin a dû me faire une piqûre d'anti-bonheur. Quand le bonheur se présente dans ma vie, notamment une relation amoureuse qui pourrait être agréable et durer, il y a une partie de moi qui n'y croit pas et qui dit « C'est trop beau que pour être vrai. » Elle vient me chuchoter là. « Ça ne va pas durer. Elle va s'en aller comme les autres. Vous allez vous chamailler. » Alors, tu n'aimes pas perdre le contrôle de ta vie? Ben non. Alors fous-la dehors toi-même. Comme ça, tu gardes le contrôle. Vous pouvez rigoler, hein? Mais on appelle ça, vous le savez sans doute, en psychologie, des mécanismes d'autosabotage. Extrêmement fréquents et largement méconnus du grand public. La plupart du grand public va dire « C'est ma copine, les femmes ne comprennent rien, c'est toujours la même chose, et je sais accuser, reprocher, critiquer, mais je ne sais pas m'asseoir dans la chaise du discernement pour aller voir qu'est-ce qui m'appartient là-dedans. » Dans mon moment de présence au premier humain dont j'ai la charge chaque matin, présence à moi. Ça, je ne sais pas faire, je ne l'ai pas appris. Alors ça nous entretient dans un enfermement. Et après, quand je suis devenu thérapeute, j'ai pu accompagner beaucoup de personnes prises dans cette illusion que le bonheur n'est pas pour moi. J'y ai pas droit. Les autres peut-être, mais moi pas. Mais mon Dieu, là, j'ai fermé la porte de ma prison, tac, j'ai tourné la clé et j'ai balancé la clé à travers les barreaux. Hein. J'ai tout bousillé moi-même, par mon système de pensée. Je me suis pris moi-même dans mon enfermement. Système de pensée négatif. Et l'idée, c'est pas de travailler de la pensée positive, hein, ça j'y crois pas. L'idée, c'est de démanteler pourquoi j'ai mis ce système de pensée en moi. Ah, qu'est-ce qui m'a servi? Il m'a peut-être protégé de désillusions, de faire des projets trop grands, peut-être de pouvoir accepter que je traversais une période plus rude. Oui, ça m'a peut-être permis une certaine acceptation. Mais maintenant, ça m'empêche de vivre. Et vous l'aurez perçu, certains systèmes de pensée ou certaines croyances nous ont servi. Cela m'a servi, et à un moment, cela m'a servi. Cela m'empêche la liberté. Je suis asservi à mon système de pensée. C'est lui qui commande. Le pavlovien ou le reptilien. Et on ne m'a pas donné une conscience de l'origine de ma vie et de la fin de ma vie, ce qui me distingue quand même assez fondamentalement du règne animal, pour subir. J'ai quand même quelque chose à faire avec ça. Quitter la culture du malheur. Très très présente. Et donc quand je suis arrivé dans mon thérapeute en disant à quoi bon continuer, je lui dis je pense être vacciné, et le vaccin, lui dis-je, c'est cette petite, on sait que les vaccins c'est des injections, c'est pas à vous qu'il faut le dire, et bien là c'est une injonction. Et l'injonction que j'ai entendue depuis l'enfance, c'est qu'on n'est pas là pour rigoler. On est là pour en baver. La vie est une dure lutte, on est dans une vallée de larmes, il y a toutes sortes de versions, la vie est un combat. Mais imaginez simplement le pétrissage, cette petite phrase. Moi, j'avais de bons parents, présents et attentifs, j'ai eu cette chance, j'ai des parents de très bonne volonté, avec une belle intelligence de cœur. Donc j'ai eu cette chance, très privilégiée. Mais quand même, mes parents, je sais pas, voulaient me garantir de ne pas trop souffrir, donc on n'est pas là pour rigoler. Mais si l'ensemble de la population, ou une grande majorité, est encodée comme ça, la vie est une dure lutte, il faut se battre dans la vie, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait à travers la planète des combats et des combattants partout. On a généré ça, c'est ce que s'appelle en anglais self-fulfilling prophecy, une prophétie qui se réalise par elle-même. Nous portons ça. Il va y avoir des combats, ça va être tendu, il y a des combattants, ça va être la lutte. Ben, j'ai préparé le truc. Hein. Imaginez simplement quel pouvoir il y aurait dans l'éducation si nous avions accompagné nos enfants dès l'enfance en disant le sens de la vie, c'est de trouver ce contentement intérieur à travers les intempéries, les difficultés, sentir que ça peut petit à petit demeurer. Le sens de la vie, c'est ça. Toutefois, parfois, on passe par des épreuves et des difficultés, et bien sûr, la vie n'est pas toujours bisounours, c'est évident. Mais nous cherchons quand même à goûter du contentement. On ne sait pas que ça inverserait considérablement notre façon d'être ensemble. Parce que le risque, voyez-vous, c'est que dans la réunion d'équipe, je pointe ce qui ne va pas. Dans le rapport au supérieur, je pointe tous ses défauts. Dans l'accompagnement du patient, je ne vois que son mauvais caractère. Parce que je suis orienté tragédie, goût du gramme, attachement à la souffrance. Au lieu d'avoir pu voir ça, l'idée, ce n'est pas d'être indifférent à ces aspects, mais surtout d'aller voir, mais qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui est porteur? Je vous donne un exemple que je tiens de mon ami Guy Cournot. J'ai beaucoup travaillé avec Guy Cournot, psychanalyste québécois, jungien,
malheureusement décédé il y a quelques années. C'était mon ami le plus proche. On a beaucoup créé ensemble. Et dans une conférence sur le couple, il avait identifié ce même mécanisme, et il donne cet exemple-ci dans lequel peut-être vous reconnaîtrez. Vous rentrez le soir de votre journée de boulot, un peu fatigué et tout, votre compagnon, compagne, conjoint, conjointe est rentré un peu plus tôt de ses activités, de son travail, etc., et a préparé un petit plat qui sent bon dans votre appartement ou votre maison. Ça sent bon, le couvert est mis, la bougie est prête à être allumée, il y a même une petite bouteille de vin qui attend, et vous dites à l'autre, on dit oublié l'anniversaire, là, qu'est-ce qu'on célèbre, quoi? Oh, non, 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 pour la simple joie, je voulais te faire la surprise, je suis rentré plus tôt, je me dis, je vais te faire le bon petit plat que nous aimons tous les deux. Waouh, vous êtes enchantés comme au premier jour, amoureux, amoureuse, vive la vie. Vous revenez le lendemain, même chose, petite odeur de cuisine, l'autre est rentré plus tôt, la table est dressée, et là vous vous dites, tiens, c'est bizarre. Mais bon, c'est là. Le vin n'est pas mauvais, le plat est bon, et donc, bon gré, mal gré, vous acceptez la soirée. Le surlendemain, troisième jour, vous rentrez, et là, c'en est trop. Qu'est-ce que tu me caches? Vous dégainez. C'est drôle, non? Parce que c'est vrai, hein? Vous êtes d'accord, non? Vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai. Ça cache un truc. Il ou elle n'ose pas me raconter une histoire. Et veut faire passer la pommade ou la pilule, vous voyez? C'est quand même comique, parce que imaginez simplement que vous vous soyez chamaillé, comme ça arrive malheureusement dans tous les couples, 3 soirs de suite. Friction d'ego, collision d'ego, c'est habituel. Qu'est-ce que vous auriez dit aux copains et à la copine en arrivant au boulot? Oh, c'est chamaillé une fois de plus, hein. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. On n'est pas là pour rigoler, hein. La vie est une dure lutte, hein. Et vous vous seriez maintenu dans l'état que je m'y mets, résignation. Je suis dans la boue jusque-là, et je ne prends pas assise en moi pour en sortir. Je subis. Attends. On ne va pas se laisser subir, hein. On a besoin d'apporter du neuf et du changement. Mais là, effectivement, vous seriez chamaillé 3 soirs de suite, vous auriez subi en vous disant bah, c'est comme ça la vie. Et là, vous vous réjouissez 3 soirs de suite. La vie est belle, merveilleuse, poétique, inventée, renouvelée, inattendue. Et c'est suspect, ça cache un truc. Amusez-vous dans les jours qui viennent, si vous voulez bien, à vous rappeler ce piège, ce mécanisme autobloquant du goût du drame, de l'attachement à la souffrance, et observez comment ça circule. Et invitez-vous, vous-même bien sûr, mais aussi les autres, heureusement qu'on est ensemble ici dans cette communauté, pour dire commençons par ce qui va bien. Et vous le savez, je ne sais pas quelles sont vos pratiques de management, mais dans l'entreprise, heureusement, de plus en plus, je travaille beaucoup dans l'entreprise pour extirper les gens de cette culture du malheur, on essaie de plus en plus de commencer les réunions d'équipe par ce qui va bien. Qu'est-ce qu'on peut célébrer? Quelles sont les bonnes affaires qu'on a fait ensemble? Qui a eu la bonne attitude? Comment manifester de la gratitude et de l'encouragement aux uns aux autres? On fédère. Et on adresse aussi ce qui va moins bien. S'il y a une remarque à faire, peut-être un reproche à formuler, on le fait aussi. Mais on est d'abord fédéré. Et vous le savez, les études en neurosciences le prouvent aujourd'hui, je ne peux pas entendre une critique de façon instructive, dont je vais pouvoir tirer parti, si je n'ai pas entendu 3 compliments. Or, dans nos vies, c'est 3 critiques pour aucun compliment. C'est une habitude, c'est l'habitude guerrière. Goût du drame, culture du malheur. Il est temps de pivoter, vous voyez, et de faire autrement. J'aime rappeler à ce stade que un des piliers de mon travail d'accompagnement des personnes dans le changement, je l'ai découvert dans la pratique de l'analyse systémique, avec un de ses fondateurs qui est Paul Václavic, grand psychanalyste, psychologue, psychiatre également, autrichien, immigré aux États-Unis et co-créateur de l'école de Palo Alto qui a mis au point le fait que l'humain n'est pas tout seul, il est dans un écosystème qui a ses lois et qui a ses principes. Et un des principes de tout écosystème humain, c'est que si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Beaucoup d'entre vous connaissent la formule, pas forcément en connaissant son auteur. Et souvent, on adhère, on dit bah oui, il faut faire autrement. Et souvent, les gens disent oui, je devrais faire autrement avec moi-même, je devrais faire autrement avec mon conjoint ou avec mon ado, je devrais faire autrement avec mon équipe au travail. Et je pense que collectivement, nous sommes bien conscients que nous devrions, nous, humains, faire autrement avec les enjeux du climat et donc de la pollution, etc. Mais je vous pose une petite question toute simple. Comment vas-tu faire autrement si tu penses pareil ? C'est juste impossible. Si tu penses de la même façon, ton circuit neuronal est bien fréquenté, ta pensée s'engouffre par là, tu vas faire automatiquement de la même chose et obtenir le même résultat, ou à la nuance près. La seule façon de faire autrement pour obtenir autre chose, c'est de s'asseoir dans la chaise du discernement, que je remime, la chaise de l'intériorité citoyenne, que je remime, pour observer, tiens,
J'observe mes enfermements. Quand je pense comme ceci, j'agis comme ça. C'est mon ton de voix, c'est ma priorité, c'est mon rôle. J'agis comme ça. Et j'obtiens ça. Est-ce que ce que j'obtiens me convient, convient à la communauté humaine, convient à la planète? 3 petites questions toutes simples. Si la réponse est négative à une de ces questions-là, il est plus que temps que je pivote à l'intérieur de moi-même sur ma vis d'Archimède intérieure, que nous avons tous. C'est une image, évidemment. Pour réaliser, je pourrais peut-être apprendre à penser comme ça. À ce moment-là, j'agirais plutôt comme ceci. Ah oui. Et ça me permettrait d'obtenir ça qui me sera plus satisfaisant pour moi, pour la communauté humaine et pour la planète. Mais ça, c'est du boulot. Pourquoi? Parce qu'il faut quitter des habitudes et en forger de nouvelles. Et on revient aux circuits neuronaux que vous connaissez bien. La pensée s'engouffre par automatisme, copier-coller, dans des circuits bien établis, comme un chemin, une autoroute. Tandis que là, il s'agit de forger une nouvelle voie dans la jungle du cerveau. Mais la pratique fait que petit à petit, mes neurones se réalignent autrement et l'ancien circuit se réembroussaille. Est-ce qu'il n'est pas plus que temps, aujourd'hui, de quitter les circuits de la culture du malheur et des autres cultures qui vont suivre? Je vous les juge. Mais d'apprendre à forger de nouveaux circuits neuronaux. Nous devons, devant les enjeux d'aujourd'hui, tellement chaotiques et préoccupants, apprendre à penser autrement pour obtenir autre chose. Ce n'est pas un petit détail de développement personnel, hein. Nous sommes vraiment dans du développement social durable, si pas de survie. Nous avons besoin de quitter la culture du malheur et co-créer dans tous les espaces où nous sommes, l'espace intérieur d'abord, la première cohabitation avec moi-même, mais également l'espace avec un conjoint, si je suis en couple, une conjointe, les enfants, bien évidemment, l'équipe au travail, ceux qui travaillent autour de nous, les collègues, mais s'il y a des hiérarchies par-dessous ou par-dessus, nous avons vraiment besoin de co-créer des rapports, non plus de malheur, mais des rapports de paix, de confiance, de douceur, de joie d'être là. Ce n'est pas un petit détail. Hein. Et les outils existent. Et de nouveau, là, je vous donne en creux des indications sur la communication non violente. Nous avons vraiment besoin d'apprendre des choses que nous n'avons jusqu'ici pas apprises et qui sont essentielles. Apprendre à bien communiquer avec soi, les autres et la vie. J'ai fait, je vous l'ai dit, un métier d'avocat, qui est en principe un métier d'écoute et d'accompagnement des personnes, et souvent des groupes, couples, familles, enfants, succession, héritiers, partenariat dans une entreprise, équipe, les différentes équipes ne manquent pas. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas reçu un cours de connaissance de soi. Je n'ai pas reçu un cours d'écoute et d'empathie. Je n'ai pas reçu un cours d'analyse systémique, comment fonctionne un système humain. Et je n'ai pas reçu un cours d'intelligence émotionnelle. Vos émotions, on s'en fout. On va vous trouver une bonne solution juridique et tout ira bien. Vous voyez la pauvreté de cette formation, et ça n'a pas changé. Hein. J'ai 65 ans, j'ai fini mes études, j'avais, je ne sais pas, 22, 23 ans. Ça fait une bonne quarantaine d'années, ça n'a pas changé. On apprend le droit. Et peut-être avez-vous comme soignant quelques cours de relation, mais ça reste la portion congrue. J'ai énormément de soignants qui viennent en formation, en réalisant, même des grands chirurgiens qui disent « je suis très très compétent dans l'acte, je fais des actes très très bien, j'ai confiance en moi et les résultats sont très bons, mais je ne connais pas la relation. Et donc je suis brutal avec mon équipe, je suis tendu, stressé, et mon stress, au lieu de savoir le gérer par l'intérieur, je l'explose autour de moi. Et donc les gens ne vont plus travailler avec moi, ils partent en burn-out. » Mais ce n'est pas un petit enjeu pour ce chirurgien que d'apprendre à discerner hein, et à se poser. Parce qu'il a un talent magnifique, mais il bousille tout par son fichu caractère qu'il n'a pas appris à comprendre. Et ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai énormément d'ingénieurs. Je fais des ponts, des autoroutes, on fait des tunnels incroyables. Je suis très compétent dans l'ordre du fer, mais j'ai des équipes de différentes cultures à gérer et je suis incompétent dans la relation. Ah ben oui, la relation humaine ne fait pas partie de l'éducation des ingénieurs. Mais c'est débile. C'est de l'analphabétisme, vous voyez. Nous avons donc besoin de compenser en apprenant la relation. C'était le premier piège, quitter la culture du malheur, le mécanisme autobloquant de la culture du malheur. Deuxième piège que je vous propose d'aller voir, parce qu'il est très fréquent, c'est la culture des rapports de force combatifs. Il y a de beaux rapports de force. Celui, je l'ai évoqué, du chef d'orchestre qui, par son talent, son charisme, son inspiration, emmène tout l'orchestre vers une musique magnifique. Celui de l'entraîneur qui, par la même raison, le charisme, l'ancrage, sait où il va, l'inspiration qui se dégage de lui, sa cohérence fait que tout le monde est inspiré et veut suivre. Ça, c'est un pouvoir avec, vous voyez. Un pouvoir pour. Ce n'est pas un pouvoir sur, encore moins un pouvoir contre. Le pouvoir est souvent mal associé à des positions de force, alors qu'il peut être vraiment au service. Le pouvoir du jardinier est magnifique, c'est un pouvoir avec.
eh bien, nous sommes très très plombés par l'idée que la seule façon de résoudre les conflits et les tensions, c'est de se mettre dans des postures de rapport de force. C'est pathétique. C'est reptilien. C'est pavlovéen. C'est du copier-coller de ce qu'on a vu. On croit que c'est le seul modèle. Un peu de distance, que diable. Amusons-nous un instant. La dernière fois que vous avez eu un différend avec votre conjoint chéri, si vous êtes en couple, conjoint-conjointe, votre enfant ou votre ado adorable, hein, ou votre collègue de travail, etc., vous avez un différend. Vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce qui circule en vous au moment où vous réalisez « tiens, on n'est pas d'accord hein ». Qu'est-ce qui circule en vous? Est-ce une profonde empathie pour cet humain qui pense différemment que vous? Est-ce un accueil inconditionnel de la différence, comme on aime en parler bien sûr philosophiquement avec une bonne bière en main? Est-ce une profonde ouverture de cœur et curiosité pour la différence des fonctionnements humains sur cette planète? Est-ce que c'est ça qui vous habite? Je pense que vos rires en témoignent, et vos rires sont plutôt jaunes, je crois. Et que nous réalisons qu'effectivement, lorsque la différence s'installe, ce qui s'agite en nous, ce qui nous habite comme type d'énergie, c'est plutôt combatif. Hein. Une petite raideur des épaules, une petite tension, une petite agitation cardiaque peut-être, respiration un peu plus courte, sécrétion d'adrénaline, et tentative de trouver le plus rapidement possible le fameux gourdin de Cro-Magnon pour dire « j'ai raison, bang, et t'as tort, paf, ou bonbon, fous-moi la paix, je vais dans ma grotte ». Il y a agression ou démission, mais il n'y a pas rencontre. Qu'est-ce qui fait ça? Honnêtement, si ce n'est une programmation, un enfermement dans un système de pensée combatif, reproduit à des milliers d'exemplaires, jusque sur nos écrans. Il n'y a pas une émission de télévision qui ne cherche pas le clash pour faire de l'audimat. T'as vu comment ils se sont parlé, ils se sont rentrés dedans. Après, sur Instagram, vous allez voir comment ils se sont empoignés. Mais mon Dieu, mais c'est quoi cet univers? Comme on a décollé du fait qu'on est sur la planète pour goûter l'enchantement d'être vivant dans un monde vivant. Et propager de la joie de vivre, à travers les difficultés, bien sûr. Vous le savez, vous l'avez lu, vous l'avez entendu, les gens qui ont survécu au camp de concentration étaient ceux qui avaient réussi à garder de la joie, de la confiance et à se mettre au service, à travers l'horreur. Quelque chose en eux s'est dynamisé et ils ont pu résister à la tragédie. Ce n'est pas un détail, hein, que de savoir retrouver sa joie, son élan de cœur. Hygiène psychique. Comme j'ai de l'hygiène avec ma douche physique, je prends une douche psychique pour rester ancré. Je quitte les rapports de force, domination, soumission. Je crée par ma présence, par mon attention, des rapports de collaboration, d'écoute et de partage. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais quand le désaccord apparaît, je dis à l'autre, et ça demande, on est bien d'accord, un petit investissement de temps. Mais je vous invite à voir le temps perdu à s'être malentendu. Vous comptez ça, vous? Le temps perdu dans la bagnole à se fracasser avec les enfants parce qu'ils font du bruit et qu'on est fatigué. Le temps perdu le soir à se chamailler parce qu'ils ne veulent pas faire ses devoirs ou ils ne veulent pas prendre leur douche, etc. Extraordinaire comme on subit du temps perdu à se mécomprendre, à se malentendre, au lieu que de se bien entendre. C'est une des choses qui m'a frappé quand j'étais avocat. Je voulais aider les gens à traverser les conflits et je voyais que les conflits avaient très largement trait à des malentendus. Et si j'observais un malentendu de plus près, c'est un combiné de mal exprimé et de mal écouté. Et je me dis, si les gens s'exprimaient mieux, avec clarté, avec bienveillance, mais peut-être avec plus d'affirmation, on se comprendrait mieux. Et si de l'autre côté, la personne avait mieux écouté et mieux tenté de comprendre ce qui se passait plutôt que de prendre tout comme des attaques et personnellement, eh ben, on aurait évité bien des tensions. Et c'est comme ça que je me suis dit, moi je vais faire autre chose que ce métier-là. Donc, revenons au désaccord. Je vais vous proposer de vérifier comment vous sentez quand il y a un désaccord. Nous pourrions adopter ceci. Tiens, on n'est pas d'accord. Mon conjoint, ma conjointe, mon enfant, mon ado, mon collègue, etc., ou peu importe. Viens t'asseoir là, si tu veux. Et dis-moi ce que toi tu ressens et qu'est-ce que toi tu voudrais. Je souhaite de l'écoute et du respect pour ma posture. Le minimum, c'est que j'ai de l'écoute et du respect pour la tienne. Et donc je t'écoute. Et je suis bien conscient que t'écouter, ça ne veut pas dire que je valide ta posture. Ça veut juste dire que je respecte ta dignité d'être humain et ton droit à l'altérité. Exactement que je souhaite que tu respectes ma dignité d'être humain et mon droit à l'altérité. Je ne suis pas en train de démissionner, je suis en train de créer le climat que je voudrais voir se répandre dans le monde. Un climat d'écoute, où on accepte la différence et on fait avec, plutôt que de se bagarrer. Et quand je dis « je t'écoute », je nous invite à faire quelque chose d'extrêmement difficile pour la plupart d'entre nous, et j'adore le mimer. Écoutez, figurez-vous que c'est la fermer. J'apprends à la fermer. C'est-à-dire que pendant un moment, pour être avec toi,
je me mets moi un peu de côté. Parce que sinon, le débat, c'est « Ah non, 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 je ne suis pas d'accord, parce que moi, je... Attends, tu vas voir, parce que je t'explique. » Et je ne suis pas du tout en train de montrer de l'écoute et de l'empathie, ni du respect. Je suis en train d'être dans un rapport de force pour intimider l'autre, le dévaloriser, le discréditer peut-être même. Et l'ironie s'ajoute à ça. Mais non. Ancien paradigme, vieux fonctionnement. Il est temps d'en sortir. Donc, je le remime, je t'écoute, je me mets moi un peu de côté. Et, suprême élégance, quand tu as fini, je vérifie que je t'ai bien compris. Donc toi, tu penses plutôt comme ceci, ta préférence ce serait ça, et tu envisages de faire les choses dans ce sens-là. Est-ce que c'est ça que toi tu nous dis? Je vérifie. Pour pas être parti dans une interprétation. Oui, tu veux jamais collaborer, d'ailleurs, je ne cherche pas la même chose avec toi. Non, c'est pas ce que l'autre dit. L'autre dit, j'ai juste envie d'être entendu. Et ma proposition peut peut-être servir. Et peut-être vous n'avez pas vu ce détail que moi, étant engagé à cet endroit du service, j'ai peut-être vu plus que vous. C'est ça que j'essaie de capter. J'écoute ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit. Écouter ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit, c'est ça l'empathie. L'au-delà des mots. Mais ça commence par reformuler les mots. Et de nouveau, je fais ça en toute conscience que reformuler ce que l'autre est, ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord, mais je le fais d'autant plus que ça me mord les lèvres parce que je ne suis pas d'accord, mais je le fais par correction, par, je dirais, élégance. On est des êtres humains, hein. On n'est pas des reptiliens, on n'est pas réduits aux reptiliens. Et puis dans ce climat que j'ai créé comme étant d'écoute, assez logiquement, je vais pouvoir poser ce que j'ai à dire, dans un climat où je serai écouté. J'ai été le changement que je voudrais voir dans le monde. Vous connaissez la formule de Gandhi? Be the change you want to see in the world. Sois là où tu es, le changement que tu voudrais voir dans le monde. Nous souhaiterions un monde d'écoute et de respect mutuel? Eh bien, on ne peut pas le faire à travers la planète, on n'a pas ce pouvoir, on peut le faire ici. Je ne peux pas le faire avec tout le monde, je peux le faire avec toi. Je ne peux pas le faire tout le temps, je le fais maintenant. Ça, c'est l'hygiène et la discipline de la non-violence. Ce n'est pas un truc bisounours, la non-violence. La non-violence, ce n'est pas la non-vigueur, ni la non-rigueur. C'est la rigueur utilisée et la force intérieure utilisée pour créer du nous. Et nous allons éviter un achoppement majeur dans nos tensions, dans nos conflits. C'est la prétention à vouloir résoudre là tout de suite. On ne sort pas de la réunion sans avoir trouvé le résultat. En famille, on ne quitte pas la table familiale sans avoir résolu le problème. Ah, attends. On n'est pas des clics sur l'ordinateur, hein. Nous sommes des processus vivants, avec des cycles et des saisons, ne serait-ce que de la nuit et du jour. Et de laisser décanter les choses. Et assez souvent, lorsqu'on fait ça en disant ben merci de m'avoir écouté, est-ce que toi tu te sens compris? On n'est toujours pas d'accord. Bon, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, ça nous fait un point commun quand même, c'est pas si mal. Hein. Mais laissons mijoter, on s'en reparle si tu veux bien. Vous me direz, c'est pas toujours possible, il y a parfois des urgences, on est d'accord, mais les vraies urgences dans une relation sont plutôt rares. Hein. Et nous pouvons donc utiliser l'occasion de cette tension pour affiner la relation, lui donner une assise plus profonde. Ceux qui parmi vous auront réussi à traverser un conflit en se comprenant bien, en s'écoutant bien, en se respectant bien et en trouvant une solution qui convienne aux deux, parce que ça prend un petit peu de temps, auront mesuré que ça fait une relation costaude. Exactement comme l'endroit de la soudure est plus costaude que à côté de la soudure quand on doit souder deux pièces. Il me revient cette histoire, un père vient suivre une des formations que j'anime, et on fait beaucoup de jeux de rôle comme ça, il me dit je suis en pétard avec mon ado, il n'écoute pas ce que je dis, il part en claquant la porte alors qu'on n'a pas fini la conversation, c'est vraiment très agaçant, et je dis donne-moi 2-3 éléments de la conversation, vous parlez de quoi? Et puis je joue l'ado. Et très vite le papa réalise qu'il n'écoute pas ce que je dis, mais lui, le papa, n'écoute rien, mais rien. C'est surprenant. Et donc forcément, le gamin que je joue se sent agacé, il part en claquant la porte, ça n'a rien de cette conversation. Donc le papa apprend qu'il a juste peut-être besoin d'apprendre à écouter, plutôt que de vouloir toujours systématiquement être écouté par lui-même. Il m'appelle quelques jours plus tard en disant « J'ai eu un super contact avec mon ado, j'ai appris à l'écouter, donc je l'ai laissé poser ce qu'il avait à dire. Je me suis rappelé que tu m'as dit « C'est pas parce que tu écoutes que tu es d'accord, mais tu permets à l'autre d'exister. » Voilà. Et je me suis contenté de dire, écoute, je ne suis toujours pas d'accord avec toi parce qu'il y a ceci ou ça en moi qui fait que je ne suis pas d'accord avec ta position. Est-ce que tu veux bien écouter ma position? Il a bien voulu écouter. On ne s'est pas mis en tension l'un l'autre. On s'est écouté. Il est parti tranquillement en me faisant la bise sans claquer la porte. 3 jours plus tard, il revient vers moi et me dit, papa, c'était chouette la conversation avec toi. Et ce que tu dis, c'est pas complètement con. Et là, le papa me dit, je lui ai dit, mon garçon, je te remercie de revenir vers moi. Je peux mieux comprendre ta position aussi. Je suis moins accroché. Et là, qu'est-ce qui se passe de magique?
Vous avez tout d'un coup deux consciences qui s'ouvrent. Elles s'étaient fermées. Tu, paf, paf, paf. Et tout d'un coup, nous. On arrive au palier de conscience du nous. Et la solution qu'ils ont trouvée ensemble était infiniment plus riche que celle du papa d'un côté et du gamin de l'autre tendu. Et je vous invite à le voir comme ça. Il y a bien plus d'intelligence globale dans deux cœurs qui essayent de se comprendre. Je dis bien essayer parce qu'on n'y arrive pas toujours, c'est pas magique. Il y a bien plus d'intelligence globale dans deux cœurs qui essayent de se comprendre que dans deux cerveaux logico-mathématiques qui essayent d'avoir raison à coups de courtin. C'est ce niveau-là d'intelligence que nous avons besoin d'apprendre à développer. Et figurez-vous que ce niveau-là d'intelligence, cerveau dit gauche, dessert cette intelligence-ci. Nous avons besoin de lâcher ça pour arriver là. C'est dans la plupart des traditions que l'on relit ça. Descends dans ton cœur, lâche ton mental. Le mental est très utile pour construire un bâtiment, assurer l'air conditionné, faire la technologie, c'est parfait. Mais pour l'humain, il faut un autre software. Et ça s'apprend. Les clés de la relation, ça s'apprend. Quitter les rapports de domination, soumission, agression, démission, séduction, manipulation, fuite, bouderie. Combien d'équipes, mais aussi de couples, on boude? C'est un rapport de force, hein? J'impose mon silence pesant à l'autre. Mais mon Dieu, c'est pénible, hein, pour l'autre ou les autres dans l'équipe. Nous avons vraiment besoin de dénouer ça, démanteler ces habitudes. Ça s'apprend. Je peux apprendre à dire ce que j'ai à dire. Je peux apprendre à faire en sorte que l'autre m'écoute et me laisse parler sans m'interrompre. Mais ça demande de développer effectivement le fait de la former pour être vraiment à l'écoute. Je regarde l'heure. On va arriver à 19h. Bon, je vais résumer rapidement les deux pièges qui suivent. Quand même un petit exemple sur l'écoute. Parce que c'est très clarifiant. Et une dernière consultation que j'ai eue quand j'avais mon cabinet, j'ai eu un cabinet de thérapeute pendant 10 ans, avant de plus engager dans l'enseignement et la formation à la connaissance de soi et à la relation humaine. Ce sont des parents qui m'appellent en disant « on est en grosse difficulté avec notre ado, est-ce que vous pouvez nous recevoir ?» Je les reçois, j'écoute d'abord les parents, et puis je me tourne vers le gamin, 14-15 ans, et je dis « toi, comment tu te sens quand tu entends tes parents dire ça? Tu t'y reconnais là? Ça te fait quoi? »« Ah, c'est moi qui suis en colère. »« Ah bon, t'es en colère? Tu veux nous dire pourquoi? »« Oui, je suis en colère parce que mes parents ne m'écoutent jamais. » Pouf, la maman se lève comme ça. « Comment je t'écoute jamais? Mais j'ai passé la soirée d'hier à t'écouter, j'ai passé le week-end passé à t'écouter. » Je dis « Madame, s'il vous plaît, pouvons-nous faire un petit arrêt sur image? Vous savez là, un être humain, il se fait que c'est votre enfant, donc il y a un peu d'affectif, on est bien d'accord. Hein, mais c'est votre enfant, mais c'est quand même un être humain qui nous dit, avec les mots qui sont les siens, « Mes parents ne m'écoutent jamais. » On peut donc, avec un peu d'empathie, percevoir ce qu'il vit derrière ce qu'il dit. C'est que lui, cet être humain-là, ne se sent pas écouté par ses parents, quelle que soit votre attitude à vous. C'est peut-être ça qu'il vit. Hein? On va aller voir. La maman est un peu grognonne là, sur sa chaise. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et je me retourne vers le gamin en disant « Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ta colère ?»« Oui, je suis en colère parce que mes parents ne me laissent jamais finir ma phrase. » C'est QFD. Le gamin avait à peine dit « Je suis en colère parce que mes parents ne m'écoutent jamais. »« Si, je t'écoute. Je t'ai d'ailleurs beaucoup écouté. » Le gamin n'a pas eu le temps de se poser. Et j'ai accompagné tellement d'enfants comme ça qui ne sont pas écoutés. Parce que les parents, bien intentionnés, habités de bonnes intentions, et ça vaut dans le management d'équipe aussi, pensent qu'écouter, c'est donner des conseils, c'est chercher des solutions, c'est résoudre le problème. Ils sont dans le faire, ils ne sont pas dans l'être. Et la maman me disait, mais je lui dis, il est temps que tu, à ta place je, moi de mon temps j'aurai, il faut que... Ah oui madame, vous êtes bien intentionnée, vous voulez lui donner plein de bons conseils, mais ça, c'est pas de l'écoute. Lui, il a envie de pouvoir poser ce qu'il ressent devant quelqu'un qui la forme et qui l'accueille. Nous n'avons pas appris ça. La plupart du temps, quand je travaille dans des entreprises, avec des groupes, etc., des structures, les gens me disent « Tu nous as appris une chose fondamentale, nous ne savions pas que nous ne savions pas écouter. » Nous ne savions pas que nous ne savions pas écouter. Et vérifier sans le manifester. Mais c'est un petit exercice intérieur. Qui parmi vous se sent être bon écoutant? Pas besoin de lever la main, hein. Pas vous mettre mal à l'aise. Hein. Mais la plupart du temps, quand on fait ça avec un groupe indéfini et qui ne travaille pas ensemble, donc c'est pas très grave, c'est presque la moitié de la salle ou les 3/4 de la salle qui disent « Moi, j'écoute très bien. Hein. » Juste après, question suivante. Qui parmi vous se sent bien écouté? Il n'y a pratiquement plus personne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les 3/4 de la salle pensent qu'il écoute bien, mais il n'y a presque plus personne qui se sent écouté.
On a perdu du monde en route, quoi. Donc c'est intéressant de réaliser, est-ce que je sais écouter en la fermant, quand il y a un désaccord avec un collègue, avec un patient, avec la famille du patient, etc. Est-ce que je sais écouter pour bien comprendre ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit, ou est-ce que tout de suite j'argumente pour avoir raison et me protéger? Est-ce que je crée un climat de nous, ou est-ce que je suis dans un je face au tu? Ça demande un petit investissement de temps. Et vous l'aurez sans doute perçu en vous-même, lorsque vous vous sentez bien écouté et bien comprise, il y a une détente et une créativité qui s'installe. Si vous n'êtes pas bien comprise, pas bien écoutée, il y a une raideur et une envie d'en découdre. Choisissons le climat. Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de l'approche de la communication non violente, avec qui je me suis formé il y a 30 ans, partageait un message spirituel qui lui tenait bien à cœur, dans lequel il y a cette phrase-ci, et nous avons un choix fondamental dans l'existence, c'est être heureux ou avoir raison. Moi, ça m'a tiré le tapis sous le pied. Hein. J'étais encore avocat à l'époque, je voulais avoir raison. J'ai saccagé pas mal de relations comme ça. Non, le sens de la vie, c'est d'être heureux. Avoir raison, c'est un petit détail de l'ego qui veut se valoriser. Mais ce n'est pas ça qui va nous rendre heureux. Hein. C'était le deuxième piège. Je vous cite les suivants. Le troisième mécanisme autobloquant, c'est la culture du malheur, la culture de la méfiance, pardon. Méfiance, contraction, fermeture. Par rapport à une culture de la confiance, expansion, ouverture. Nous avons besoin d'observer ce mécanisme en nous. Nous sommes très habitués à vivre plutôt des rapports dans la méfiance, contraction. Nous savons nous résigner à ça. Et le corps ne ment pas. Ceux qui ont une pratique du corps le matin, méditation, sophrologie, tai chi, yoga ou autres, savent. Le corps nous indique oui, c'est par là, expansion, ouverture, ou non, c'est plus par là, on reste par ici. Il a fallu du temps pour percevoir ça en moi. Quand je commençais à m'ennuyer comme juriste, et j'ai perçu que, bien que j'ai toujours une vie physique sportive, je n'écoutais pas mon corps finement, je ne discernais pas sur la chaise du discernement. Et quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai réalisé que depuis au moins 2 ans ou 3 ans, mon corps me disait « Thomas, allons par là, ça a tellement plus de sens, faisons des choses comme ça, changeons de vie, ça nous ouvre. » Mais tout mon petit logico-mathématique restait dans « Non, reste par ici, c'est beaucoup plus sûr. » Et je m'étonnais de nouer ma cravate et mon costard de juriste pour partir au boulot, tout tendu comme ça. Mais oui, mais j'étais dans la résignation. Jusqu'ici, ça va. Puis d'ailleurs, on n'est pas là pour rigoler. Donc je suis dans le bon. Vous voyez l'apétrissage. Et combien ça prend du temps de reprendre la maîtrise de son système de pensée pour quitter l'enfer, maman. Donc apprenons à vivre des relations de confiance, ça s'apprend. Il y a un autre sage que j'aime bien lire qui dit « Toujours l'inattendu arrive, alors que l'attendu pourrait ne jamais arriver. » Alors, est-ce que je suis méfiant par rapport à l'inattendu, à ce qui est nouveau, à ce qui advient, ou est-ce que je suis plutôt vivant, conscient que la vie est changement, ouverture, et je reste disponible? Petit décapage intéressant à faire de temps en temps. C'était le troisième mécanisme, apprendre à vivre des rapports dans la confiance plutôt. Rapidement, le mécanisme suivant qui est la culture de la séparation, division, cloisonnement. Depuis Descartes et le siècle des Lumières, le rationalisme, nous avons un esprit qui fonctionne par petites cases, avec des belles étiquettes et souvent des tiroirs qui s'opposent. Soit. C'est extrêmement divisant et déchirant. Soit. Nous avons vraiment besoin dans notre tête de remplacer ça par et. Beaucoup de gens sont piégés dans des pensées binaires. C'est un des enfermements qui se retrouvent à travers tous les exercices que nous faisons dans les stages résidentiels. 5 jours d'affilée, nous allons voir combien nous sommes pris dans des enfermements comme ça. Le plus caractéristique, un peu gros, mais quand j'étais thérapeute, je l'ai bien vu chez bien des couples qui arrivent en pétard alors qu'ils se sont quelques années plus tôt engagés dans la joie. Eh bien, j'entendais souvent ceci: « Je me suis coupé de moi pour être avec toi. Eh bien maintenant, je me coupe de toi pour être avec moi. » C'est pas un peu pathétique comme façon de voir? Est-ce que vous n'auriez pas pu vous engager dans votre couple en disant « Et je prendrai soin de toi parce que je te chéris et je te veux du bien, et je continuerai à prendre soin de moi parce que je me chéris et je veux du bien l'un et l'autre. Et donc je m'organiserai des espaces pour moi, comme je souhaite que tu t'organises des espaces pour moi, pour toi, pour notre bien-être à nous. » Dans un couple, il y a 3 êtres vivants. Il y a toi, il y a moi et il y a nous. Le nous a besoin d'être vivant. Beaucoup de gens ont laissé tomber le nous. Alors il y a 2 jeux qui se combattent bêtement. Nous avons donc besoin de décloiser nos systèmes de pensée. Si on poursuit un tout petit peu plus loin, je vous le nomme simplement, mais
la pensée binaire, le fait d'avoir séparé nos systèmes de relations humaines dans du je et dans du tu, en oubliant le nous, ça cloisonne et ça divise, le fait d'utiliser pour comprendre les choses uniquement notre logico-mathématique, alors que nous avons une douzaine de canaux d'intelligence d'après les différents chercheurs, et que ces canaux d'intelligence nous mettent beaucoup plus en lien, il est temps qu'ils soient valorisés, notamment dans les systèmes scolaires, mais nous avons besoin, comme être adultes, de valoriser l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, l'intelligence intuitive, pour apporter de nouvelles capacités à résoudre les enjeux. Et enfin, une troisième manifestation de ce cloisonnement, c'est la prétention à l'humain d'être au-dessus de la nature et de pouvoir en disposer à sa guise, quitte à la gaspiller. Cette séparation est tragique et mortifère, nous le savons bien aujourd'hui. L'homme n'est pas au-dessus de la nature, il est dans la nature, en appartenance dans la nature, en filiation, depuis la première amibe qui tressaille dans une flaque d'eau, jusqu'à cet être humain qui prétend avoir de la conscience. Il y a filiation et appartenance, il n'y a pas division, cloisonnement. Et donc si nous sentons de l'appartenance avec la nature, nous la respectons, nous l'honorons, nous la remercions d'être là et de nous nourrir. Mais si nous sommes hors sol dans notre petit cerveau logico-mathématique à prétendre que tout ça c'est pour moi, pour satisfaire mes petits besoins, alors je deviens abusif et je fous la planète en l'air. C'est pas un petit détail. Élargir le discernement de culture, de l'inclusion, de la fédération, de la communion, de l'appartenance, c'est vraiment des enjeux fondamentaux, quasiment géopolitiques aujourd'hui. Et nous arrivons au dernier, mais pas des moindres, mécanisme autobloquant, c'est la culture de la lutte contre le temps, du rapport de force contre le temps étant vécu comme un ennemi qui m'empêche, qui manque, qui est raréfié, au lieu que de voir le temps comme un compagnon incontournable de tout projet humain, avec qui se balader tranquillement mais dans la mer. C'est une programmation récente dans l'humanité, sans doute assez bien liée avec la révolution industrielle, peut-être même avant, au moment où on est devenu agriculteur plutôt que chasseur-cueilleur. Effectivement, les rythmes des saisons faisaient qu'il fallait rassembler de quoi vivre pour l'hiver, c'est possible. Mais en tout cas, la révolution industrielle, avec le capital qui crée de grosses machines qu'il faut faire tourner, et donc la main-d'œuvre humaine devient une ressource pour faire tourner les grosses machines. Alors il faut comprimer le temps, la machine tourne toute l'année et toute la nuit, et l'humain devient une simple ressource comprimée dans le temps. Je caricature un peu. Mais dans la plupart des structures, c'est comme ça, avec peu d'égard pour le sacré de l'humain, son rythme à lui. Pas tout le monde aime faire les choses vite. Moi, j'ai copié-collé le modèle parental qui, par habitude, dans leur culture, faisait les choses vite. Il n'y avait pas beaucoup de ressources chez nous, beaucoup de charges, de la difficulté. Mes parents couraient tout le temps et j'ai encodé, il faut faire vite. Ça allait de pair avec, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Il m'a fallu du temps et du travail sur moi pour dire, moi, j'aime pas faire les choses vite. C'est pas mon rythme. Je suis pas bon dans la vitesse. Je suis très bon dans la lenteur juste. J'aime faire des choses, j'aime me déplacer. J'aime aller nourrir des projets, mais j'aime les faire avec de rythme entre les choses. Nous avons créé, vous le savez, à la vitesse où nous vivons, un Titanic qui va droit sur son iceberg. Je pense qu'il y a 30% de la population qui est en burn-out. Mais c'est pas le sens de la vie. Hein. C'est une épidémie. Hein. Or, dans la culture du malheur, on considère que c'est normal, on donne des médocs à tout le monde, et donc plus personne ne permet à sa langouste de s'épanouir. Nous sommes tous des langoustes coincées dans une carapace trop petite. C'est absurde. Je nous propose de réveiller la langouste qui sommeille en nous, et d'aller prendre des moments de retraite pour changer de coquille. Pacifier le rapport au temps. Je vous l'ai dit, je suis entré en thérapie il y a des années quand j'avais 32-33 ans parce que je courais trop vite. Et aujourd'hui, de plus en plus, mais je dois rester vigilant, j'essaye d'avoir un rythme doux qui me permet de faire des projets d'une façon qui me permette de mettre le meilleur de moi au service des autres. Pas juste la partie tendue de moi, le meilleur de moi au service des autres. Tous ces mécanismes, j'espère que vous pouvez les garder juste à l'esprit. On n'en sort pas d'un coup. Mais on en sort mieux quand on les a à l'esprit et qu'en marchant sur le chemin de la vie, on peut se dire « Ah, là de nouveau, je suis dans la culture du malheur, j'en ai marre de ça. Non, j'ai besoin d'aller voir qu'est-ce qui va bien. D'abord, je suis en santé, je respire sans respirateur, je n'ai pas besoin de respirateur cardiaque, j'ai dormi au sec ce matin et je commence à honorer ce qui va bien. » C'est pas un truc bisounours, hein. Vous le savez, la gratitude, la psychologie positive fait beaucoup d'études, est un ingrédient du bien vivre et du bien vieillir. Les personnes, je l'ai rappelé pour les camps de concentration, porter de plusieurs moments de gratitude dans la journée, c'est vraiment pouvoir traverser les intempéries de l'existence avec une meilleure immunité.
Et donc, en avançant dans la vie, je peux continuer à voir que je pourrais tomber dans le piège, mais maintenant je sais qu'il est là et je ne tombe plus dedans. Et là, la jubilation est grande. Je gère mieux mon existence et je ne tombe plus à plat dans les pièges, dans les mécanismes autobloquants. Voilà quelques clés qui nous permettent de comprendre que nous avons besoin d'apprendre un mécanisme de relation à soi et aux autres qui soit non violent, débarrassé de ces habitudes de violence, ce qui peut se vivre comme une sorte de brutalité ordinaire à laquelle nous nous sommes laissés résigner par automatisme, par habitude, et nous subissons. Je pense que c'est vraiment un enjeu citoyen que de se mettre en insurrection par rapport à ça, en résistance civile à la brutalité, et de créer des espaces où on se parle avec clarté, avec bienveillance, bien veillé, et on refuse les tons agressifs, on refuse l'ironie, on refuse d'utiliser sa position de pouvoir ou de hiérarchie pour soumettre. La position de pouvoir ou de hiérarchie est là pour servir, pas pour soumettre. Et donc je suis vigilant par rapport à ça, et nous nous aidons là-dedans, en osant indiquer notre désaccord, en osant indiquer notre inconfort, à nommer ce qui se passe en nous. Tout ça, ça s'apprend. Et je souhaiterais qu'éventuellement, ceci vous donne le goût d'aller vous former. Vous voyez, si vous écoutez une conférence sur comment on fait un match de foot, avec un beau tableau, vous allez dire « Ah, ça a l'air sympa ce jeu-là ». Mais vous ne savez pas encore jouer. Pour pouvoir jouer, ça demande de pratiquer. Je vous laisse avec cette jolie proposition de Martin Luther King, qui est comme un grand acteur de la non-violence, dans une position difficile de minorité black autrefois aux États-Unis, et qui nous disait ceci: il va nous falloir apprendre, ça s'apprend, à nous aimer comme des frères. Sinon, nous allons nous entretuer comme des imbéciles. Le choix est vite fait, non? Allons-y. Merci beaucoup.